des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de papoter diète avec Idriss de Oui Nutrition et de revenir plus particulièrement sur la difficulté de bien manger dans le contexte actuel entre télétravail et fermeture des salles. Je vous ai également proposé un petit sondage sur Instagram il y a quelques semaines et vous m'avez retourné un tas de questions que je vais à mon tour poser. Salut Idriss, je suis ravie de t'avoir à nouveau sur le podcast, d'autant plus que c'est le premier de 2021, parce que j'ai un petit peu niaisé, je t'avouerai, donc je suis contente de démarrer l'année avec toi. Pour ceux qui nous écoutent du coup, je balaye rapidement les sujets du jour. On a en première partie, on va parler un petit peu de Covid et de tous les sujets qui vont avoir attrait à ça, autour de la reprise, etc. On a ensuite un deuxième bloc sur l'alimentation plutôt des femmes, puisque pour resituer, j'avais fait un petit sondage il y a quelques semaines où j'avais laissé libre cours à l'imagination des gens et on m'avait posé vraiment toutes sortes de questions, où j'ai essayé de trier et de faire rentrer ça dans des blocs. Et dernière partie, du coup, j'ai rentré toutes les questions en vrac qui pouvaient pas être catégorisées au-dessus. Et voilà. Eh ben bonsoir à tous, bonsoir. Je pense que c'est même le premier podcast que tu enregistres avec un invité en Guadeloupe, d'accord. Donc voilà, c'est un podcast plein de soleil. Je vais très bien, je suis content de commencer cette année 2021 sur tes ondes, si on peut dire ça comme ça, et avec plaisir. Covid, c'est reparti de nos jours. J'espère que c'est la fin. J'espère que c'est la fin. Bah, comme nous tous. Hein. Je crois qu'il y a une troisième saison quand même. Oui, j'espère juste qu'on part pas sur du Game of Thrones, quoi. C'est tout ce que j'espère, tu vois. Ok, plus simple pour avec 2 ans de tournage et puis ça ressort comme ça d'un coup. Alors, je t'avouerais que j'ai un peu hésité à parler Covid parce que très honnêtement, moi comme d'autres, je pense qu'on en a tous un peu ras le cul et je me disais que ça allait être encore un petit peu les mêmes sujets. Cela dit, quand j'ai vu les questions, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, on était assez inégaux, disons, dans la pratique. Qu'il y a des gens qui peuvent continuer à s'entraîner, il y en a qui bricolent, il y en a qui ont du matos, il y en a qui ont rien du tout. Du coup, j'ai quand même pas mal de questions autour de la reprise, autour de la diète quand on est en télétravail, etc. Donc, tu vas voir ça. Finalement, on va quand même traiter un petit peu le sujet. Donc, toute première question, quel changement faut-il faire dans sa diète lorsqu'on est majoritairement en télétravail, justement, et avec une activité physique assez limitée? Ce qui est certain, c'est que tout d'abord, il faut que tu réévalues ta capacité à t'entraîner. Ça veut dire que, on l'avait déjà souligné une fois, si tu sais que, comme tu l'as souligné, ton entraînement va être limité et que du coup ta dépense calorique va être bien moindre, il faut forcément réduire tes apports. Il y a 2 solutions. Soit dans ta diète, déjà, t'as déjà un penchant pour qu'elle soit bien faite, qu'elle est cadrée, que voilà, tout est bien agencé. Et à ce moment-là, je dirais que la faim va réduire d'elle-même, puisque la pratique entraînera qui sera en baisse va entraîner une faim moins élevée. D'accord. Sinon, de manière naturelle, il va falloir que tu baisses tes apports. Moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est qu'ils doivent garder le même schéma. Ça veut dire consommer les 3 repas principaux et j'aime bien agencer 2 collations en plus. Mais je vais réduire toute la partie quantitative. Et si tu veux pas te tromper quand tu gères seul, tu peux jouer sur la partie glucidique. D'accord. Ça veut dire que tous les céréales le matin, que ce soit le muesli, le pain, ou encore le riz, le quinoa, pommes de terre, patates douces sur les repas, je vous invite à les descendre, d'accord, tout simplement. Ne pas les enlever complètement, parce que la majorité des gens en télétravail ont toujours une activité intellectuelle et du coup cérébrale qui nécessite énormément de glucides. Donc, ce serait un désastre de les enlever, avec en plus le fait que pendant le confinement, je me suis rendu compte avec mes clients qu'il y avait un aspect plaisir. Voilà. Le côté un peu difficile de la situation entraîne qu'on a des comportements un peu annexes, comme vouloir consommer des bêtises, qui est plus grand. D'accord. Donc consommer des glucides et manger régulièrement permet d'éviter aussi les grignotages. Donc ça, par contre, c'est certain qu'il faut commencer à réduire ses apports, soit donc petit 1, parce qu'on a une diète cadrée et qu'on le fait naturellement, parce que le corps demande moins, soit petit 2, parce qu'on veut se prendre en main, et à ce moment-là, il faut le faire de nous-mêmes, et se forcer un petit peu. Mais la réduction des apports, si le sport est moins intense et qu'il y a moins de volume sur la semaine, est obligatoire, pour éviter la prise de masse grasse. Ok, cool. J'ai la question un petit peu inverse, c'est une question de Maëva qui
demandé comment gérer une prise de masse sans accès aux salles de sport pendant le confinement. Ça, c'est très complexe, parce que j'en ai quelques-uns en ce moment, puisque il me semble que la reprise et la réouverture des salles étaient prévues pour le 21 janvier dernier, ce qui est un peu passé à la trappe. Le truc, il est simple, c'est que d'abord, pour une belle prise de masse, et on en parlera d'ailleurs prochainement avec Dr Squat dans sa programmation hypertrophie et mass-up, il faut, comme je viens de le souligner, de l'hypertrophie. Il faut qu'il y ait de la fibre qui soit déchirée, il faut qu'il y ait un process d'augmentation des cellules protéiques au niveau du muscle, d'accord. Donc il faut qu'on crée de la fibre. Donc si tu peux soutenir une activité hypertrophie à la maison parce que tu as du matériel ou bien que tu as une programmation qui est agencée par un de tes coachs, pourquoi pas, c'est jouable. Le truc, c'est que souvent, on en fait moins, la motivation est moindre, on va moins loin dans les charges parce qu'on n'a pas forcément ce qu'il faut à la maison, et du coup, il y a plus de risques de faire du gras, parce que le principe quand même de la prise de masse, c'est d'augmenter tes apports, mais augmenter tes apports en relation avec le fait qu'il y a un entraînement qui est dédié à ça. C'est un vrai risque. Ça veut dire que si j'étais en prise de masse, je ferais peut-être un petit cut ou un petit arrêt, un petit blanc, si j'ai pas tout le matos ou que j'ai pas 100% de mes capacités ou 100% de ma logistique pour pouvoir m'entraîner, pour éviter de faire de la merde et repartir quand les salles les rouvriront avec ce kilo ou ces 2 kilos en trop, ou du moins 2 kilos qui sont pas sur le bon ratio. D'accord. Voilà un peu l'idée, mais c'est une très bonne question puisque c'est très très dur à jauger à mon sens, pendant le confinement en tout cas. J'ai la question un peu inverse, qui était donc comment gérer une perte de poids durant le confinement lorsqu'on a également une grosse baisse d'activité physique. Et du coup, moi, je compléterais d'autant plus, est-ce que c'est intéressant de faire un petit coup d'Amazon et d'acheter une balance impédance mètre pour, tu vois, pour pouvoir évaluer si ma perte de poids, c'est une perte de masse musculaire essentiellement, ou si c'est vraiment une vraie perte de poids en termes de masse graisseuse. Eh ben, alors pour le coup, je pense que maintenant je suis un peu expert confinement en tant que diététicien dans ce domaine-là, puisque j'ai eu beaucoup de clients au confinement numéro 1, confinement numéro 2, et cette espèce de transition entre les deux. Je ferai un petit clin d'œil également à Pierre Macon que tu as reçu dans ce podcast, qui est mon coach, et qui dira que tu peux toujours trouver du temps pour t'entraîner. Je m'explique. Le confinement, il y a deux manières de le vivre. Soit, du coup, je me laisse aller et je laisse tomber, et du coup, c'est une sorte de vacances, entre guillemets, où j'en fais moins parce que c'est marqué sur le papier qu'on doit ou qu'on peut en faire moins parce qu'il n'y a pas de salle. Ça, c'est la manière un peu défaitiste. Et il y a la manière de voir les choses un peu positives qui est de dire, ok, normalement, j'ai plus de temps pour moi, donc je peux m'accorder plus de temps. Il est certain, tout le monde a du travail, tout le monde a peut-être du télétravail, mais on a tous un bloc, c'est un mensonge de dire le contraire, un bloc de 15-20 minutes, d'accord. Si je donne 15-20 minutes à Pierre Macron pour me faire une séance, qui permettra du coup d'aller dans le sens de la perte de poids, il peut le faire, il peut me mettre minable en 15 minutes. Il y a énormément de programmation en ligne maintenant, gratuite, en home workout, en home gym, pour que tu puisses t'entraîner sur des formats aussi longs que courts. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Il y a pas d'excuse, pardon. J'ai beaucoup de clients qui ont signé pendant le confinement parce qu'ils ont vu le côté positif de pouvoir prendre soin d'eux et d'avoir accès à des programmations qui, au final, sont peut-être à la maison, mais je n'ai pas besoin d'haltéro pour perdre du poids. D'accord. Ça veut dire que j'ai vu plus de Gérard, président de club d'haltéro, qui était en surpoids, que de Honor, entre guillemets, qui était en surpoids. La raison est simple, c'est que l'intensité relative et répétée sur la semaine permettra plus facilement de perdre de la masse grasse. Donc souvent, j'en parlais également avec une autre coach que j'ai dans mes clients, les gens sont en dépression du crossfit bourgeois, ça veut dire que, étant donné qu'ils n'ont plus de barre et plus de repères à la salle, ils ont plus envie de s'entraîner. Alors que le crossfit de base, ça va être du poids de corps, de la haute intensité. Fin d'histoire. Et ça, on peut le faire en peu de temps à la maison. Pour revenir sur la deuxième question concernant les balances impédance-métrie, j'ai un avis très tranché, quitte à me mettre les marques à dos. Moi, j'en ai vendu. J'en ai vendu à l'époque quand j'étais jeune diététicien et qu'il fallait arrondir les fins de mois. Je suis complètement contre. Ça veut dire que les données sont fausses, la précision est fausse. J'ai bossé avec des vraies machines, du coup, avec électrodes qui coûtent des milliers d'euros, contrairement à, bon, on va pas citer de marque, à des balances où juste tu poserais tes pieds et tu aurais des données concernant ton ratio de masse corporelle. C'est bullshit, d'accord. Donc, que ça te donne une indication, parce que les chiffres vont de manière progressive tendre, enfin, ça va donner une tendance, d'accord. Pourquoi pas. Mais si c'est pour se frustrer un matin parce que t'es pas allé pisser et que du coup t'as un liquide en plus dans ton corps qui entraîne un retard de vitesse dans le passage du courant dans ton corps qui donne une valeur niaisée, je vois pas l'intérêt. Tu vois le truc? C'est que du coup ça peut juste créer un chiffre en plus qui va dérégler les gens. Et ça me dérange.
Je rigole toute seule parce que, bon, je suis désolée, je vais partir dans l'élégance directe, hein. De toute façon, on se connaît depuis Allez, c'est plusieurs années, parti. il y a pas de souci. Allez, let's go. Non, mais enfin bon, tu vois, team constipé. C'est vrai que les balances comme ça, si t'arrives pas à, t'es pas un vrai métronome et que tu ne vas pas à la selle tous les jours à la même heure. Il suffit que tu te pèses dans un de ces jours-là et d'un seul coup, t'as des chiffres en plus, on va dire. Bien Ça sûr. va, hein, c'est pas 3 kilos. Ou alors vraiment, t'es archi constipé. Bon, c'est quand même pas mon cas à ce point-là. Mais ça te crée tout de suite un stress si t'es un petit peu trop addict. On en avait déjà parlé pendant le premier Mhm. podcast, hein, du fait qu'il fallait pas se peser tous les jours, donc normalement ça devrait pas être le cas. Alors moi moi je vais les citer parce que de toute façon on m'en fout, j'ai pas de sponsor, je suis pas assez connue. J'avais moi une Tanita dans la box où je bossais, Ouais, je vois très bien. qui a été acheté avec la société. Alors le commercial, et puis bon moi tu vois je suis une belette quoi, j'y suis allée. Il nous avait vendu une avec une poignée, en nous expliquant notamment que celles qui n'ont pas de poignée, et donc t'as pas le courant qui parcourt ton corps intégralement, en réalité souvent elles prennent la donnée quasiment que jusqu'aux hanches quoi. Disons que ça t'envoie pas une joute, ça parcourt pas tout ton corps, donc du coup c'est difficile d'avoir toutes les données. Alors, je t'avoue que vu mon niveau de compétence là-dessus, bon, je saurais pas trop dire si c'était bullshit ou si c'était vrai. Mais en tout cas, j'ai entendu plusieurs fois des gens dire que celles qui n'ont de toute façon pas de poignée sont déjà encore moins fiables. Je vais te donner un exemple. Je vois très bien de laquelle tu parles. C'est l'espèce de Tanita où il y a un fil, un cordon, et t'as l'impression d'être sur une moto ou sur une sorte de trottinette à deux roues, Un là. segway. Ouais, je vois. C'est ça. Je trouve ça génial. On l'a à la boxe aussi. Ouais, je vais donner d'autres marques parce que je vais faire comme à la télé, je vais donner d'autres marques pour pas qu'elles se sentent seules. WeThings, Fitrac et compagnie. C'est pareil. Alors, je vais te donner l'exemple plus absurde et tu vas me dire ce que t'en penses. Quand t'es à la salle de sport, souvent en fitness park et compagnie, parce qu'on l'a tous au moins été une fois, quand tu vas sur les machines cardio et que tu mets tes mains, voilà, sur les deux pods qui te donnent ta valeur cardiaque, donc ta HR. Est-ce que tu peux estimer, pour une personne qui peut nous écouter, est-ce que vous pouvez estimer la précision de cette valeur? D'accord? Ça veut dire que si demain je prends une ceinture cardiaque ou je prends la machine, voilà, où je mets juste mes mains dessus, la différence de précision qu'il va y avoir, qui va être de 30%. Là, c'est exactement pareil. Ça veut dire que les machines home, on appelle ça, qui sont des pods qu'on peut retrouver à l'INSEP, dans les grands centres du sportif, voilà, ou des grands centres d'obésité, c'est des machines qui coûtent plus de 3 000 euros. Mais du coup, c'est des électrodes, des patchs, comme vous pouvez avoir sur le complexe, qui sont disposés sur tout le corps, d'accord, qui vont bien évidemment, comme tu l'as souligné, faire passer un courant pour évaluer la différence et la différence de tension, le temps qu'il va y avoir de passage dans les différents tissus, pour ensuite donner des données, c'est pas mal, des données concernant la composition corporelle, d'accord. Ces balances-là, c'est pareil, une trentaine de pourcentage d'erreur, et je vais aller plus loin. Moi, j'ai une pince donc à CrossFit Vitesse, petite dédicace. À CrossFit Vitesse, mais une pince donc à impedancemétrie, mais de qualité, pas celle de chez MyProtein, donc une pince qui coûte pratiquement 200 balles, quand même. C'est plus cher que la Finrack, ou la WeThings et compagnie. Quand je le calcule sur une personne, la donnée, quand tu sais prendre la donnée avec la pince et que tu fais la donnée concernant avec la balance, ça n'a rien à voir. D'accord. Et c'est tellement dépendant, comme tu l'as dit, de est-ce que je suis allé à la selle, est-ce que je suis allé pisser, parce que du coup, ça va ajouter ou retirer du contenu qui va faire que le courant électrique passera plus ou moins rapidement et te donnera des données plus ou moins fiables. Encore une fois. Donc c'est pareil. Puis après, les gens vont pas se peser toujours dans les mêmes conditions, donc ils vont comparer des données qui sont pas comparables. Pour moi, c'est un peu une absurdité et ça retire encore l'image que tu parles de toi. C'est-à-dire que, je le redis souvent, tes personnes vont avoir des résultats dans la glace, mais vont occulter ce résultat par un chiffre. Et ça me dérange. Voilà. Et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de pubs autour de ça. Donc bon, je suis pas un fan. D'accord. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas Je fan, suis non. pas fan. Ouais. Ouais, mais c'est une discussion qu'on a eue avec d'autres filles récemment, justement aussi sur le podcast, le fait que bon, on en revient toujours un peu au même point, c'est un peu les dérives d'Instagram, quoi, tu vois. Mais même au niveau des diètes, hein, et je dis pas ça de façon péjorative, mais comme il y a une tendance à faire des diètes et à l'afficher sur les réseaux sociaux, il y a aussi quelque part, inconsciemment, une culpabilisation de ceux qui le font pas. Oui, après, voilà, voilà, je vois ce que tu veux dire. Non, je te disais, il y a aussi, parce que le côté un peu vicieux d'Instagram et des réseaux, c'est le process d'identification. C'est que si ton idole ou la personne que tu suis et qui donne envie, ou que tu admires ses perfs ou que tu admires son physique, fait comme ça, tu vas te sentir obligé de le faire.
ou alors juste tu vas le faire parce que tu en as envie. Donc pour moi, il y a encore deux comportements à ce niveau-là, c'est qu'il y en a un qui est sain de dire bah écoute, elle fait comme ça pour ou il fait comme ça pour y arriver, ça me donne envie et du coup c'est super cool parce que ça donne une belle idée de ce que peut être le côté sain. Et parfois il y a des nanas et des mecs qui s'identifient à des personnes qui vont se mettre le bouillon, qui vont aller à l'encontre de leurs idéaux parce qu'ils sont persuadés de faire comme ça. Mais après voilà, il y a de la mesure à mettre là-dedans, c'est toujours pareil, mais il y a un petit côté pervers des réseaux là-dessus. Parce que jouer après de son image de marque pour vendre des trucs, c'est un peu particulier aussi. Mais bon, c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a un peu de tout. Exactement. Donc je poursuis toujours sur cette thématique un petit peu Covid, confinement. Donc le nombre de repas qu'on prend à la maison, ça a augmenté ces derniers mois, forcément, avec le télétravail, etc. Alors, typiquement, d'après toi, c'est plutôt un risque ou une opportunité? Vraiment, pour moi, le confinement, je le vis comme une réelle opportunité d'apprendre à se connaître un petit peu. Puis il y a plusieurs choses. Que la charge mentale soit élevée parce que on ne sait pas quand ça va finir. On ne sait pas, voilà. Là, je le vois, entretenir de la motivation chez des personnes qui se sont mis en diète, c'est très dur. Mais on a la chance quand même de pouvoir faire des choses. Ça veut dire que si vous avez la chance de pouvoir trouver du temps et surtout de se l'accorder, parce que les gens qui me disent j'ai pas le temps, j'ai un planning, ceci, cela, je veux bien le croire. Mais j'ai un de mes meilleurs amis qui est pompier de Paris, qui a une des plus grosses casernes de France. Il est en rythme, je crois, 14 ou 15 jours au lieu de 10 par mois. Lui, il n'a vraiment pas le temps. D'accord. Si lui trouve du temps pour sa diète et faire les choses bien, alors qu'il est au cœur du Covid, Mireille et Mathieu peuvent trouver du temps. D'accord. Donc c'est toujours une question de visu et de dire écoute, là c'est fermé, je me laisse aller, je fais plus rien. Ces personnes-là, j'occulte la mentalité. À côté de ça, tu as des personnes géniales, et c'est aussi pour ça que ça marche super bien en ce moment, qui se disent écoute, j'ai du temps pour moi, j'ai accès à des programmations en ligne. Je reprends l'exemple de Pierre Macron, donc le coach de Pirate, ou encore je prends l'exemple d'Alex Richard, hein, c'est un copain qui ont mis des programmations en ligne gratuites en workout pour pouvoir s'entraîner. Un élément. Deuxième élément, la diète. J'ai du temps, je suis plus à la maison, je peux cuisiner, prendre soin de moi, tester des choses. Moi, j'ai fait le premier confinement chez ma cousine qui est comme ma sœur, elle est végane. J'en ai jamais autant appris sur le régime végétalien et végétarien qu'en étant là-bas. Parce que je me suis dit, bah écoute, j'ai un peu de temps, je vais profiter pour cuisiner plus de choses, ça va m'apporter des choses dans mon métier, pour ma clientèle, etc. Pour moi, c'est une réelle opportunité. Il faut toujours voir le verre à moitié plein, même si les temps sont vraiment durs et vraiment longs, je pense que c'est une réelle opportunité. Ça n'engage que moi, mais de toute manière, comme je dis souvent à mes clients, est-ce qu'on a le choix? On n'est pas d'accord. Ok, pas de problème. On n'a pas envie. Ok, pas de problème. Mais est-ce qu'on a le choix? Donc soit on s'écrase à ne rien faire du tout et au final on s'est un peu les laisser gagner parce que dire qu'on fera pas de sport alors qu'on sait que c'est une bonne chose, notamment peut-être pour le combat de cette maladie, ne rien faire c'est leur donner un peu raison. Donc autant en faire à la maison. D'accord? Vive le sport! Non, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, moi, je le vois et à titre perso, parce que justement, le premier confinement, ça m'a permis de lancer le podcast. En temps normal, j'aurais jamais eu le temps. En tout cas, comme tu dis, j'aurais pas forcément pris le temps, parce que le rush, etc. Donc déjà, ça c'est cool, parce que c'était vraiment hyper intéressant pour moi. C'est une source d'épanouissement, hein, même au global, plein de belles rencontres et tout. Donc vraiment que du positif. D'ailleurs, là, je culpabilisais un peu, honnêtement, tu vois, de ne pas avoir pu ressortir d'épisode pendant quelques temps. Donc déjà, ça c'est cool. Et je le vois aussi sur mes coachings, parce que j'ai beaucoup plus de coaching altéro qu'il y a quelques temps. Et ça tient aussi beaucoup au fait que les gens, ils sont un peu en mode slow life, tu vois. Ils prennent le temps, parce qu'effectivement, ils Ouais, savent pas quand les exactement. salles vont réouvrir. Et ils se disent, bon, bah tu vois, alors moi, c'est aussi mon avis, donc ça, pour le coup, c'est personnel. Mais bon, faire une prépa open quand t'es que dans ton salon depuis des mois, ça veut pas dire que tu le feras pas l'année prochaine, mais en tout cas cette année, ça te paraît peut-être un peu abstrait, tu vois. Et je peux l'entendre. Du coup, j'ai des gens qui ont un peu de matos et qui me disent, bah moi je vais faire un focus altéro parce que d'habitude je prends pas le temps, parce que je dois trop être bon en CrossFit, je dois trop préparer des compètes, je peux pas me permettre de faire un cycle un peu plus dédié altéro parce que ça va me faire perdre ma gym, mon cardio, etc. Et là j'ai plein de gens qui disent, bah non, vas-y, là le temps, je le prends et ça me servira dans les prochains mois, les prochaines années. Et c'est super cool. Enfin, moi je vois ça aussi et je trouve ça je trouve que c'est la bonne démarche, effectivement. Je te dis, moi, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et les personnes qui, alors, que ce soit pour l'haltéro, de la gym, du crossfit, du run, découvrir une nouvelle discipline que tu peux pratiquer, du curling dans ton salon, je m'en fous. Mais par contre, la seule chose que je dis aux personnes qui me disent, mais Idriss, hein, je leur dis, écoute, tu me dis que tu n'as pas le temps, mais t'as quand même vachement de temps pour te trouver des excuses. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, ça, tu vois.
il est 6h24 ici et je me trouve très performant. Non, c'est important, ça veut dire que les gens, ça laisse l'opportunité aux gens de se plaindre, de tourner encore plus en rond que dans leur vie de tous les jours. Ce que je veux dire, la vie c'est déjà un bocal pour 90% des personnes. Alors un truc bête, hein, j'avais mis un sondage un jour sur Instagram sur est-ce que votre métier c'est un métier de passion ou est-ce que vous le faites parce que c'est un gagne-pain. J'étais Ah impressionné. oui, je me rappelle. Moi j'ai la force de faire un truc que j'aime et de kiffer, tu vois, il est 6h30 dimanche et je prends du plaisir à être là. Et 75% des personnes me parlaient de gagne-pain. Et dedans, j'avais des amis, tu vois. Donc, c'est parfois des sujets qu'on n'a pas abordés sur vraiment la profondeur de leur métier. Et ça amène du coup un comportement de lassitude là-dedans. Du coup, ils n'ont pas forcément envie de faire du sport parce que parfois, on est tellement fatigué de notre vie sociale qu'on n'a pas envie de pratiquer. Et je peux comprendre aussi, d'accord. Et là, je pense que c'est l'occasion de se recentrer un peu sur soi-même. Donc, les gens qui me disent ah, j'ai pas le temps, il n'y a pas de matos, crossfit bourgeois, etc., j'ai besoin de ceci, de cela. Non, c'est juste que t'as limite trop de temps pour te trouver des excuses. Et ça me dérange. Encore une fois, je suis complètement en phase parce que, bon, tu vois, moi qui ai un côté un peu bisounours, enfin, c'est pas que je suis bisounours parce que je suis pas naïve, c'est que régulièrement, avec l'âge, j'essaye de faire l'effort de voir le positif. Et Dieu sait que parfois, c'est une gymnastique qui est beaucoup plus exigeante que se laisser aller à râler pour râler, tu vois. Oui, Et j'ai du mal à comprendre pourquoi à la télé, ou même des potes à moi, hein, franchement des potes sportifs, ils me disaient ouais regarde, tu vois tous les gens qui vont courir alors que c'est la première fois de leur vie, tout ça pour pouvoir sortir. Je me dis mais attends, mais c'est cool. Les gens qui n'ont pas accès à une salle de sport, au lieu de rien faire, ils vont courir. C'est quoi le problème? Tu vois? Enfin, c'est quoi le problème? Et d'abord, bon, après à la base, qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais moi je préfère en tant que coach sportive, même si je connais pas les gens, me dire qu'ils sortent de chez eux et qu'ils vont courir 5 bornes pour la première fois de leur vie et qu'en fait ça leur plaît et qu'ils vont s'acheter une paire de pompes et le faire régulièrement pendant plusieurs mois, plutôt que de me dire, bah 3 fois par semaine, au lieu d'aller courir, ils vont mettre leur cul dans le canapé et regarder les Marseillais, tu vois. je, alors je suis entièrement d'accord. Surtout que la saison des Marseillais en cours, elle est vraiment compliquée. Non, mais je suis entièrement d'accord, surtout que là, on en parlait hier en plus, c'est marrant, en soirée. Le phénomène Warzone, par exemple, c'est donc un jeu en ligne de Call of Duty. Vraiment, il a décimé des familles parce que c'est rapidement le coup de se retrouver à 8h du mat en style dans ton canapé avec ton petit déjeuner à droite et de gratter une baloche au lieu d'aller faire un peu de sport ou comme tu dis d'aller marcher. J'ai vu des gens aller promener un chien à 5, tu vois ce que je veux dire. En effet, va t'acheter une paire de running chez Decathlon et va courir. Bon, c'est une question de temps, de ce que tu as envie de faire. Et pour beaucoup, ça devient vite une excuse de se dire, et j'aime bien ça, j'ai pas accès aux salles, j'ai pas accès au matériel, j'ai pas accès à mon petit confort. Et souvent, c'est des personnes qui malheureusement ont découvert le sport, par exemple via le CrossFit, c'est que comme ils en ont pas fait avant, ils n'ont pas le sport un peu plus roots. Et genre, je prends l'exemple de quelqu'un peut-être que tu connais, mais surtout que moi que j'apprécie beaucoup, qui est de votre côté de la France, qui s'appelle Edwin Amoussou, qui est haltérophile. Et Edwin, c'est un putain d'athlète en haltéro. Mais par contre, il n'a pas eu de matos du tout là jusqu'à récemment. On a parlé avec Elias de Enchain pour qui il est l'égérie donc de la marque. Il va avoir du matos, mais sinon, il allait faire du running, il allait faire ceci, à l'opposé complet d'un cycle de force ou d'un cycle d'haltérophile. Et toujours avec le sourire. C'est un truc de ouf. Et ça, je respecte. Ça, c'est du vrai sportif. C'est de la personne qui a envie de s'investir, qui a envie d'exploiter son temps au service de son bien-être. Fin de l'histoire. D'accord. J'ai vu des personnes se ruiner, limite à manger des pâtes et de l'eau dans du matos. Et je trouve ça génial si ça a permis de découvrir une passion. Et j'ai vu aussi 30% de ces personnes revendre leur matos après le premier confinement. Donc, entre la part du caprice, Moi, la part du sportif, la part d'eux, et va t'acheter un gilet estime quand on va sauter. Tu pourras déjà faire pas mal de choses à la maison. Et on sera déjà pas mal. je sais, moi je suis team rachat de matos du premier C'est team confinement. rachat. Ouais, Ouais. t'es Ah à ouais, bah l'affût, toi. attends, Le vautour du bah bon attends, coin. C'est bon, ça. t'as vu l'Argus un petit peu du matos là, Ah oui, enfin, oula. c'était l'OP du siècle et même pas très de port, incroyable. Euh, ouais, non mais bon, bref, blague à part. Je poursuis du coup dans la même thématique pour refermer un petit peu ce sujet Covid. Reprise de l'activité physique à la réouverture des salles. À quoi est-ce que je dois être vigilant niveau diète? Au surentraînement. Je m'explique. Au surentraînement aussi bien dans la diète que dans le sport. Les deux sont évidemment liés. Le point de jonction, il est que les salles vont réouvrir, on va vouloir y aller souvent, beaucoup, de manière forte, plusieurs fois par jour peut-être, et on va négliger le potentiel diète. Petit 1, le corps ne sera clairement pas prêt pour ceux qui sont pas entraînés comme ils le souhaitaient, avec notamment peut-être de la charge additionnelle, et après ce sera au bon vouloir des coachs et des box, et peut-être j'irai même dans le respect du corps, d'y aller progressivement sur la programmation, d'accord. Mais tu auras toujours des gym rats qui vont y aller beaucoup,
fort et de manière très intense, et qui au bout de 2 semaines n'auront pas adapté leur diète et revu leurs apports à la hausse, et qui du coup vont dire je reste à la maison, je peux plus rien faire, je peux plus bouger. D'accord? Ça reste un stress oxydatif et un stress physique pour le corps, le sport, d'accord? C'est une bonne chose sur la récupération et sur le système hormonal, mais à l'instant T, c'est un stress qui va être répété. Le corps n'aura pas été habitué à un stress aussi intense et sur la durée à cause du Covid, ou voilà, parce qu'on s'est pas entraîné comme on le devait, et du coup, la remise en place des apports qui vont augmenter petit à petit, notamment la partie protéique pour faire face aux besoins de récupération, va mettre beaucoup de temps. Et on va prendre du retard, d'accord? C'est une dette en énergie qui va amener du surentraînement. Donc, c'est avoir l'intelligence et surtout l'humilité de se dire, je reprends à la boxe de manière progressive. Je suis pas honneur, je suis pas gérant, mais je sais que j'ai beaucoup de honneur et je bosse avec beaucoup de personnes dedans qui sont gestionnaires de salles, qui ont déjà pensé à ça, qui vont limiter le nombre d'accès même au début. Petit 1, forcément, pour réduire le flux des personnes donc des gym rats, donc des personnes qui veulent venir tous les jours et qui veulent rester de 8h à 19h en occultant leur famille. Et à côté de ça aussi, pour éviter le phénomène de surentraînement, qui ne passe pas forcément que par l'entraînement intensif, mais aussi par un manque de récupération, que ce soit le sommeil ou une bonne diète, d'accord? Le process de réadaptation de la diète va prendre au moins 10 jours. Ces personnes-là vont se cramer en 5 jours. Voilà la crainte que j'ai pour beaucoup de personnes. C'est la frustration de l'enfant qui a pas eu à manger pendant un an et qui découvre les bonbons à son anniversaire. La crise de foie arrive très vite parce qu'il va se jeter dedans. D'accord. Bon. Putain, pour ceux qui ont la rêve, quand t'as dit ça, j'ai pensé à Dewey dans Malcolm. Oui, c'est exactement ça, d'accord. Là, il la met dans ses poches, après il devient agressif. C'est exactement ça. Là, il faut la trouver la rêve. C'est clair. Nous, on en a déjà parlé aussi dans l'équipe avec laquelle je bosse, du coup, dans la salle où je suis. Bon, l'avantage de ça, c'est que quelque part, on va pouvoir chanter un petit peu en disant, à mon avis, quand ça va réouvrir, il y aura encore des protocoles Covid, j'espère, puisqu'il n'y aura pas disparition de tout ça du jour au lendemain. Ce qui nous permettra de justifier aussi pour les plus réticents le fait de limiter le nombre de créneaux et la durée surtout de pratique sur chaque créneau. Mais je sais que par exemple, je vais avoir des discussions comme ça constructives avec des gens qui vont m'écouter et puis ils vont se dire ok, elle est super mignonne, je vais faire son cours, mais après Balek, j'irai faire 2 heures de free et je toucherai absolument à tout le matériel qu'il y a dans la salle, même si c'est pour des séries de 5, mais je veux juste me procurer des sensations. Et effectivement, alors pour le coup, je le comprends très bien, mais bon, ça fait un peu effet pétard mouillé, quoi. Je pense que tu verras des gens lécher le matériel, d'accord, c'est sûr, qui vont se faire 2 renforts par jour ou 2 WOD, voilà, ça va leur faire du bien en fait. C'est qu'au début, la force du corps, c'est de s'adapter. Le côté excitation, donc augmentation de l'adrénaline et du cortisol, va cacher un petit peu le mal-être corporel, et au bout de 10 jours, 15 jours, bam, retour de bâton, d'accord, retour de sabre, Luc, je suis ton père, tiens, ciao, fin de l'histoire. Voilà. Ce sera fini, et parce que l'adaptation à l'entraînement n'aura pas été progressive, ça va être très dur. C'est exactement, je le grandis, hein, mais c'est exactement comme revenir d'une blessure. D'accord, on a envie d'y aller fort, et on se rend pas compte que le corps n'a plus la capacité à encaisser un volume comme ça. Donc après, je pense qu'il y aura aussi, comme tu l'as dit, une part de responsabilité de l'équipe encadrante à limiter le nombre de WOD, avec un peu de chance des protocoles sanitaires qui permettront de limiter aussi le nombre de personnes, même si on n'a pas envie de ça, on a envie que ça reprenne vite, mais ça permettra d'être plus responsable dans la reprise de la pratique. Ça, c'est indéniable pour moi. Donc du coup, nouvelle thématique. On va parler un peu petite meuf, puisque j'ai eu pas mal de questions de femmes. Donc je démarre avec une question de Mélodie, qui est comment faut-il manger pendant la semaine de règles? Deux salles, deux ambiances, hein, on est sorti du non, oui, je vois ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas marrant. C'est une période très compliquée. Alors, pour la petite anecdote, moi j'ai été éduqué par 2 femmes, donc je l'ai vécu de l'intérieur, hein, ce syndrome prémenstruel. Surtout quand les 2 personnes arrivent un moment à se réguler sur la même période. Et là, du coup, quand t'es un homme et que t'es dans la maison, ça devient complexe. Plus sérieusement, il y a un vrai phénomène, et j'ai une amie qui bosse dessus, sur le PMS, donc le prémenstruel syndrome. Il est vrai que pour beaucoup de femmes, il y a une augmentation des besoins, ou moins des envies, d'accord? 2 choses. La première, ma diète n'est pas régulée et j'ai beaucoup de faim, j'ai beaucoup d'envie, qui est liée au fait juste que mon corps travaille plus, il dépense plus. Grosse augmentation de mon système hormonal, surtout sur les hormones sexuelles, donc progestérone, oestrogène. Je passe en cycle de fécondation, si je peux dire ça comme ça. Le corps demande beaucoup, comme s'il il attendait quelque chose à recevoir, d'accord? Si ma diète est mal régulée,
je risque fortement de craquer et du coup de manger comme mille et justifier ce comportement parce que j'ai toujours eu ça et du coup que c'est normal de manger plus. Malheureusement, pendant la période de prémenstruation ou de menstruation, il ne faut pas changer sa diète. C'est vraiment une question et quelque chose qui revient tous les jours depuis maintenant pratiquement 7 ans. Euh, la diète adaptée, régulée, fréquencée permet réellement de gérer ce problème de PMS, d'accord, de syndrome prémenstruel. Parce que il y a de l'envie qui est cadrée par le besoin. C'est comme je donne à mon corps ce dont il a besoin, pardon, et qu'en plus il s'est fréquencé, c'est-à-dire qu'il sait chaque jour à quel moment il va avoir à manger pour combler un peu la faim. On peut l'imaginer comme ça. Oh là là, j'ai faim, c'est pas possible, il me faut du chocolat. Ah mais non, je suis fréquencé, je sais que dans 1 heure j'ai un repas. Donc ça permet de cadrer quand même pas mal de choses et de cadrer aussi l'aspect psychologique. Si je sais que dans ma diète j'ai tout ce dont j'ai besoin, on peut plus facilement cadrer l'envie, d'accord. Mais normalement, euh, il n'y a pas de grosse augmentation des quantités à ce niveau-là, d'accord. Par contre, sur la partie hydratation, il est certain qu'il faut majorer fortement l'hydratation liée aux pertes de sang et du coup de fer. Donc hydratation plus, rajouter par exemple des électrolytes puisqu'on perd vachement de sels minéraux via la perte de sang, ça joue, d'accord. Mais les conseils classiques, ça va être consommer un peu plus de viande rouge ou pour les véganes, de lentilles ou de légumes secs pour avoir le fer héminique ou non héminique et consommer plus d'eau, d'accord. Souvent, le problème des femmes, c'est que à ce moment-là, pour une femme pas hydratée, c'est encore être moins hydratée, avoir de la fatigue chronique parce que pas de transport de fer, donc pas de transport d'oxygène, un essoufflement plus rapide à l'entraînement, et c'est des choses qui sont pas cool, d'accord. Mais on peut y remédier. Par contre, sur la partie énergie pure et dure, il n'y a pas de changement global à apporter à mon sens. Ok. Et donc, si je remonte un petit peu plus dans le cycle, là, j'avais une autre question, Mhm. effectivement. Fringale avant les règles. C'est ça. euh, Syndrome prémenstruel. Voilà, pareil. La même chose, syndrome prémenstruel, ça veut dire que vraiment le PMS, la faim commence à être un peu plus intense, pas de changement. Là, il faut vraiment arriver à cadrer sa diète dans le besoin pour limiter les envies, d'accord. C'est réel, hein. C'est réel, je dirais que 90% des femmes que j'ai ont ce PMS. Et après, pendant la période de menstruation, ça se calme un petit peu. Souvent parce qu'on a des ballonnements, on a mal au ventre et que du coup, bah, ça bloque un peu l'appétit, tout simplement. Mais il faut cadrer l'énergie, d'accord. Il faut pas manger plus parce que c'est pareil. Après, dès que ces règles s'en iront pour un mois, elles prendront leur bagage, euh, il y aura une chute liée à tout ça. Donc le but, c'est vraiment d'être le plus stable possible, d'accord. Et ça passe d'abord par avoir une diète beaucoup plus stable à l'année pour cadrer de manière beaucoup plus simple cette période de menstruation. Question de Charlotte maintenant. Alors, Salut tu vas Charlotte. voir, c'est une question qui. Salut Joshua. Tu verras que ça nécessite peut-être d'avoir. Enfin, je pense, en tant que de praticien, tu aurais plus de questions à poser que ça, mais on va déjà rentrer dans les grandes lignes. Donc, Charlotte, elle a des règles irrégulières et elle se demande si son alimentation peut être un facteur de ce dérèglement. Il y a deux choses. Ah, c'est marrant parce que il n'y a pas le débat, mais j'ai eu la remarque à ce propos il n'y a pas longtemps. Et j'ai beaucoup de clients en Suisse en ce moment. Et j'ai discuté, alors j'ai plus son de famille, je pourrais le retrouver facilement en plus. J'ai discuté avec une professeure en gynécologie de l'irrégularité des règles. Première chose, peut-être m'attirer les foudres de certains, mais là je parle en nom d'une gynéco reconnue. Ne pas avoir ces règles, ce n'est pas un problème. Je m'explique. Le plus important, quand on n'a pas ces règles pendant longtemps, c'est bien évidemment, comme vous le savez, d'aller faire un test de grossesse pour voir s'il n'y a pas euh, une croissance de fœtus au sein de nous, enfin au sein de moi non, mais au sein de vous, et à côté de ça, de voir si le matériel sexuel fonctionne. Si le matériel sexuel fonctionne, avec le rythme de vie en ce moment, donc les facteurs principaux de l'arrêt des règles, c'est petit 1, le stress et l'anxiété liés à la vie socio-pro, souvent sous-estimés parce que on s'en rend pas compte, on est dedans depuis très longtemps et du coup on s'en rend pas compte. Le stress ensuite associé à une programmation trop intense, d'accord. L'intensité de la programmation répétée peut amener le fait que du coup il y a un gros dérèglement au niveau hormonal et au niveau sexuel, d'accord. C'est pas très grave à partir du moment où derrière le matériel sexuel fonctionne. Et moi j'ai le cas chez beaucoup de sportifs de très haut niveau, notamment des nanas qui ont de plus en plus sèches, vu que la masse graisseuse entraîne une régulation des hormones sexuelles. Donc plus la personne est sèche également, plus il y a un risque d'améliorer, d'accord. Voilà un peu l'idée. Et après, une diète trop restrictive, trop longtemps, d'accord. Mais ça, c'est encore quelque chose de particulier, parce que si les apports ont été amenés à la baisse, je change tranquillement avec des étapes intermédiaires, et qu'en plus l'apport en graisse est suffisant, le facteur, il est très probable qu'il vienne de la diète. Par contre, sur la partie stress environnemental
et à programmation trop intense parce qu'on veut trop en faire, ça amène un double stress psychologique et physique qui n'est pas bon pour la période de menstruation. Mais ne pas avoir ces règles, si le matériel sexuel fonctionne, ce n'est pas très grave. D'accord. Après, il faut bien évidemment consulter. Mais j'ai eu le débat avec quelqu'un il n'y a pas longtemps et on s'est renseigné. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, même si ça touche pas directement mon domaine de compétences, vu que ça touche quand même les femmes et que j'ai beaucoup de femmes dans mon domaine. On s'est renseigné et j'ai eu une belle discussion avec le professeur en gynéco qui m'a expliqué ça de manière très très calme. Mmh. Ouais, c'est une discussion qu'on avait eue également avec Tina sur un épisode précédent, mais Mhm. également avec Joséphine aussi, qui nous avait parlé, alors c'était encore un peu différent, hein, on a plutôt tourné autour des actions du plancher pelvien, etc. Mais on est quand même revenu sur ce sujet-là, puisque c'est quand même un sujet central chez les femmes, forcément. C'est typiquement ce qu'on appelle la triade de la sportive, avec Ouais, toute cette relation en chaîne entre les troubles alimentaires, mais après également, tu vois, des troubles aussi sur ta récupération, donc un abaissement de la masse osseuse, il me semble, tu peux avoir des fractures de fatigue, l'ostéoporose, mauvais cholestérol, enfin ça entraîne tout un tas de choses, et ce qui est difficile parfois, c'est si tu prends ce cercle vicieux, c'est de trouver un petit peu le point de départ. C'est un peu comme qui est arrivé avant, l'œuf ou la poule. ouais, alors c'est exactement ça. C'est exactement ça et en plus, alors pour le coup, il y a un truc, c'est que le cercle vicieux du psychosomatique, puisque la première raison, que ce soit pour la constipation chez la femme ou pour la perte de menstruation, c'est le psychosomatique, donc vraiment l'aspect psychologique. Si l'anxiété emmène de l'anxiété dans ce cercle vicieux, comme tu l'as souligné, là on est foutu. Parce que il faut démêler un sac de nœuds, Pokémon, il faut démêler un sac de nœuds qui en plus est déjà assez complexe comme ça, et trouver des solutions là-dedans, ça amène juste de l'anxiété en plus et du stress. Et là, c'est bien complexe. Voilà, tu l'as dit, ça peut devenir très long. Oui, de toute façon, c'est une discussion moi, que j'ai eue avec justement une copine qui est psychologue, puisqu'on réfléchissait à l'éventualité de faire un épisode typique sur les TCA. Je ne sais pas encore franchement si je vais le faire, puisque le problème de ça, c'est que c'est tellement personnel que, à part expliquer un peu le fonctionnement, enfin en gros faire de la définition presque, ce serait difficile de rentrer un peu plus loin dans un sujet vraiment pour le coup médical qui nécessiterait d'être traité au cas par cas. Mais bon, bref, dans les grandes lignes, ce qu'elle me disait, à retenir s'il y avait qu'une seule chose, c'est que un TCA, dans tous les cas, il se soignera obligatoirement par un suivi psychologique. Puisqu'en général, c'est la base de ça, enfin, de tout Bien problème. sûr. Et que donc, tu peux avoir un super diète, ou même avoir toi-même les bons réflexes, si tu te fais pas aider sur pourquoi est-ce que, dans ta tête, entre guillemets, les choses se déclenchent de cette façon, euh, tu peux pas y arriver, même avec de la bonne volonté, et il faut pas culpabiliser de pas y arriver, puisqu'effectivement, ça nécessite d'être bien accompagné et d'être aidé dans ces démarches-là, quoi. Après, voilà, moi je sais que j'ai une vision beaucoup plus cool là-dessus. Alors, souvent, en fait, le problème, à mon sens, c'est on médicalise le problème, c'est qu'on on le rend pathologique et du coup déjà ça incrimine la personne, ça la met face au fait qu'elle se sent malade. Déjà j'aime pas le terme TCA, d'accord. Et je vais aller plus loin, on a tous des TCA, c'est-à-dire que tous on a déjà fait des crises de boulimie devant la télé, à manger ça, etc. Bon, à partir de ce moment-là où on rationalise le problème, je pense qu'il y a pas mal de clés avant. Alors ça n'engage que moi, hein. Avant d'aller voir un psy ou un expert en comportement, il y a aussi l'hypnose qui marche très bien, pourquoi pas. On a pas mal de clés en nous, d'accord. Si vraiment on a tout essayé, qu'on a essayé d'encadrer le problème de manière plus cool, il faut aller voir quelqu'un. Mais de toute manière, ce qui est certain, c'est que ça vient de base, comme tu l'as dit, d'un problème psy, c'est certain. À savoir maintenant, si les clés, on les a en nous, elles sont pas loin pour aller chercher, et que du cadre via l'alimentation, on peut t'aider, ou si vraiment c'est beaucoup plus profond, et en effet, il faudra un suivi psychologique, d'accord. Dans tous les cas, ça vient du psy, de savoir maintenant si on a besoin d'aide, et quel type d'aide, médicalisée, se sentir comme un patient, ou alors juste se sentir comme une personne. Moi j'aime bien le principe de dire, écoute, t'es une personne normale, on fait tous des crises, maintenant, à tel ou tel degré, mais on peut le régler de manière non pathologique. Ça n'engage que moi, c'est une méthode un peu particulière, mais c'est un peu comme le délire du cabinet. J'ai énormément de mal avec le cabinet de diète ou de consultation. Tu vois, c'est froid, tu sais que t'es patient à ce moment-là. Et ça me dérange. C'est un peu l'idée. Je pense que sur du coaching, notamment en comportemental, on peut arriver à pas mal de choses, pas mal de moyens d'expression et débloquer des situations puisque la personne se sentira moins en stress que arriver chez le cabinet du psy, faire la queue avec les autres patients, etc. Tu vois, enfin, ça n'engage vraiment que moi, mais ce qui est certain, par contre, là où je rejoins la dimension, c'est que ça vient d'un problème psychologique de base. Ça, c'est certain. Ok, poursuis avec une question de Christelle. Salut Christelle, ça fait plaisir de te revoir ici. Qui revient, qui revient un petit peu à ce qu'on a évoqué sur le Covid. Donc sa question, c'est comment est-ce qu'elle peut réussir à prendre du muscle sans perdre de
excuse-moi, je relis sa question. Comment prendre du muscle sans prendre de graisse quand on est une femme? Voilà, Euh, oui, pendant le confinement, tout ça. j'imagine, Pas oui. forcément. Oui, oui, on va partir de ce principe-là. Non, alors c'est marrant parce que j'ai pas mal de nanas en ce moment en prise de masse. Je bosse avec Sabrina Caron, que beaucoup connaîtront sur le podcast, bien évidemment. Euh, Ça dépend vraiment de ton activité sportive, c'est-à-dire qu'en plus on a fait un joli live avec Marin et Loulou sur donc le Power Camp sur la prise de masse parce que c'est un sujet qui nous touche beaucoup, moi qui me touche le premier pardon, puisque je l'ai vécu de l'intérieur en tant qu'ancien maigre, on peut le dire, puis j'étais une sorte de barreau de prison, voilà. Pour les nanas qui veulent prendre du poids, il n'y a pas de raison, enfin elle est minime par rapport au fait que sur la prise de masse générale, tu prendras plus de gras. Il est évident qu'une femme de base a plus de graisse qu'un homme, d'accord. C'est comme ça, l'homme a plus de masse musculaire, a plus de testostérone, a deux trucs qui pendent et qui souvent entraînent un problème d'ego chez lui, mais qui fait que il est plus maigre sur un homme et une femme de ratio équivalent. Mais ça ne t'empêchera pas de faire une belle prise de masse, une belle prise de muscle. J'en ai réalisé avec des femmes avec qui ça s'est pas très bien passé, quand même, je dirais de tout âge, hein, puisque j'ai eu des nanas je pense à Camille, bref, elle se reconnaîtra, qui a la vingtaine, Cécile qui se reconnaîtra, qui a la quarantaine. Voilà. Pour moi, c'est une question, par contre, d'être encadré. Le process de prise de masse, et là on est en train de faire un e-book là-dessus avec Marin, le process de prise de masse est aussi délicat que le process d'assèchement. Il ne suffit pas juste d'augmenter ses apports et de voir ce qui se passe. D'accord. Et je vais aller plus loin. Souvent, le souci lié à ça, c'est qu'on veut prendre de la prise de masse juste en augmentant ses apports, sous prétexte qu'on fait du crossfit. C'est une chose. Celui qui a pris de la masse en faisant des burpees, il faut qu'il m'appelle. D'accord. Il faut absolument adapter son entraînement. Une personne qui veut faire de la prise de masse va forcément passer à côté par un cycle soit de force pour augmenter sa force et le nombre de connexions nerveuses entre le cerveau et le muscle, ou tout simplement de l'hypertrophie pour déchirer de la fibre et recréer du tissu. D'accord. Ça, c'est obligatoire. Donc souvent, mais que ce soit homme ou femme, hein, c'est j'augmente mes apports, j'augmente mon volume de crossfit, mais j'augmente pas forcément le renfort ou l'hypertrophie, ce qui fait que à un moment donné, mes apports sont trop élevés, mal maîtrisés parce que j'ai pas pris conscience que c'était aussi délicat que l'assèchement, et du coup, je fais du gras. Voilà le truc. Vraiment, ça se régule sur le terme. Ça, c'est important. Et toute bonne prise de masse passe d'abord par ce que j'appelle le pré-cut, donc une sèche. D'accord. Il faut avoir l'objectivité et l'humilité de se dire aujourd'hui, je vais prendre du gabarit, mais je suis peut-être pas assez sèche, pas assez sec pour commencer ma prise de masse. Tu vois le truc. Et souvent, les gens me disent mais moi, Idriss, je veux prendre du muscle et perdre du gras. Ok, pas de problème. Et si on fait les deux en même temps, tu peux être certain qu'on n'ira pas au même rythme que si on met en avant quelque chose avant autre chose. D'accord. Donc souvent, je fais un pré-cut qui va durer 3 semaines, un mois, parfois même 2 mois. Moi, je ne pars pas sur une prise de masse, homme ou femme, si le corps de base n'est pas aussi sec que je l'ai demandé, parce qu'il témoigne petit 1 du fait que on prendra moins de graisse, ou du moins on arrivera sur 3 semaines à une prise de masse grasse qui sera minime par rapport à une personne qui en a déjà, forcément. Et petit 2, ça amène le fait que la régulation des stocks est bien meilleure, puisque en mettant une sorte de cut, donc une pré-sèche, ça permet à ton corps d'être plus efficient avec l'utilisation de ses glucides, et du coup, de pas faire de la merde quand je veux augmenter les apports. Voilà un peu l'idée. Mais il n'y a pas de crainte à ce qu'une femme prenne plus de graisse qu'un homme. D'accord. Ça, c'est, à mon sens, voilà. Ça dépend vraiment des capacités à t'entraîner. Ouais, c'est de la bonne gestion. Bon, alors, tu vois, typiquement, moi, c'est le genre de truc sur lequel je me ferai accompagner parce que j'ai conscience de tout ce que tu dis, mais ça me paraît tellement une science compliquée. En tout cas, Ouais, vraiment un équilibrage particulier que, non, ouais, puis alors, enfin, avoir une bonne prog et un bon guide, ça me semble quand même déjà un bon point de départ pour éviter de se planter, quoi. je vais faire une petite dédicace aux copains pour le coup, mais je suis un exemple de deux mecs qui ont simplifié la prise de masse et qui ne sont jamais arrivés à leurs objectifs. Leurs objectifs à l'époque, c'est donc Marin et Louis de Power Camp. Marin, il buvait de l'huile au goulot, d'accord. Parce qu'il disait qu'il fallait juste que je mange. Il prenait des Rénitril, donc des boissons hyper protéinées, hyper caloriques que tu trouves à l'hôpital pour les personnes sous-alimentées en dénutrition, parce qu'il se disait juste qu'il faut que j'augmente mon potentiel de calories. Alors qu'il y a une jauge à respecter, un ratio à respecter. La prise de masse demande vraiment d'être bien faite parce que sinon, et j'en ai vu beaucoup, tu fais une prise de masse, elle est dégueulasse, et du coup tu dois tout recommencer. Donc c'est du temps perdu, de l'argent dans la bouffe que tu as consommé, donc une réelle perte de temps et d'argent. Voilà, il faut à mon sens étudier au début pour ça. Ouais, et puis, enfin, alors je sais pas, hein, franchement, moi, je suis pas du tout, c'est pas mon secteur, hein, mais enfin, je trouve qu'au bout d'un moment, si tu le gères mal, ça, t'as un peu un effet canard et foie gras, quoi. Tu vois, Hugo, tu c'est te sûr. gaves, tu Ah te oui. gaves.
Mais après, t'es malade. Enfin, je veux dire, t'es malade. T'es pas forcément malade, mais j'imagine que le fait que tu ailles progressivement, c'est quand même bien aussi pour que ton corps s'adapte progressivement. Sinon, tu finis par avoir Ah, mais des petites merdes. ce qui est certain, c'est que tu augmentes le volume de bouffe, donc tu augmentes le travail du système digestif, hormonal, etc. La réponse est beaucoup plus importante. Donc il est certain également que si tu augmentes ton potentiel de merde à manger, tu vas augmenter le risque de maladie, le risque de mauvaise digestion, etc. etc. Donc d'où l'importance d'avoir un ratio bien équilibré. D'accord. Les gens qui Puis en plus, la prise de masse, pour beaucoup, ça justifie à un moment le fait qu'on peut manger plus calorique et donc plus de conneries. Oh, ça va, je suis en prise de masse. D'accord. Le nombre de personnes qui m'ont dit ça va, je suis en prise de masse et qui n'ont jamais réussi à me dire après, ouais, mais je suis en sèche là, je les compte plus. D'accord. Généralement, ils ont gardé leur physique de Gérard toute l'année. Et ça, c'est un problème. Parce que la prise de masse, une belle prise de masse, et moi, j'ai travaillé avec des body, donc à un bon niveau, ça se gère bien, tu les verras pas manger de chocolat, d'accord. Enfin, c'est comment dire, mais tu les verras pas manger de conneries, etc. On va trouver des moyens de simplifier la prise alimentaire parce qu'à un moment ça devient beaucoup de quantité, d'accord. On va trouver le moyen de jouer sur le système hormonal pour recréer de la faim grâce à l'insuline sur de nouveaux moments pour décharger les repas, mais tu verras pas, j'ai donc Pierre, et pas Gérard, Pierre consommait du chocolat et un énorme bol de muesli à 23h30 parce qu'il est en prise de masse avec du Nutella, du civet. Non, c'est un mensonge, d'accord, ça c'est pour Instagram. Donc ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, Cyril, d'accord. Ça ne se passe pas comme ça. C'est fou ça quand même. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors, ok, je passe maintenant sur ma troisième et dernière caté, qui était donc les questions en vrac, que j'ai pas été capable J'adore. On se croit au souk. de classer, J'adore. parce que exactement, tu vas voir, c'est exactement comme ça. On va parler babouche, on va parler tapis, et puis après, enfin, voilà, on va partir dans tous les sens. Première question, c'était une question de Cécile qui demande comment gérer son alimentation quand on travaille de nuit. Salut Cécile, ça fait toujours plaisir de te voir ici. Super, alors c'est une super question et vraiment je l'adore parce que en plus bah, j'ai fait beaucoup de séminaires chez vous et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en rythme de nuit chez vous, des veilleurs, on appelle ça les 3-8 je crois, un truc comme ça, bref, beaucoup Oui, de c'est ça. rythmes Dans comme ça. l'industrie, beaucoup, ça se Exactement, passe comme ça, voilà, ouais. dans votre région qui d'après-guerre, si on peut dire ça comme ça. Donc aucun problème. Ma maman est infirmière depuis 40 ans. Il y a deux choses importantes et là on va aller un peu dans le détail. Petit 1, ma journée est classique. C'est-à-dire que transition du jour à la nuit. Ma journée est classique, je me réveille le matin, je fais mon petit déjeuner, etc., etc. D'accord. Je travaille de nuit. C'est-à-dire que j'ai eu ma journée et j'enchaîne à 18h avec ma prise de garde. Je prends un métier d'infirmière par exemple, puisque je ne sais pas ce que fait Cécile, mais peut-être qu'elle est dans ce domaine-là, et à ce moment-là, du coup, il faut aller au travail. Je fais mon repas, je prends ma garde, et après, le but du jeu, ça va être juste pour faire une transition de nuit à faire une collation dans la nuit. D'accord. Ce qui doit se passer en plus suite après. Je rentre à la maison, une bêtise, vers 5h, 6h, peut-être 7h. Là, je prends une deuxième collation, d'accord. Souvent, je dis à mes clients, parce que j'ai beaucoup de clients en cycle comme ça, en ce moment, puis j'ai un pilote de ligne pareil, qui bosse de nuit, qui fait que du long courrier de nuit, peu importe. Une deuxième collation équivalente à celle qu'on a sur la journée, c'est-à-dire que moi, je mets 3 repas principaux et 2 collations. Je leur demande de prendre 2 collations de nuit qui ressemblent aux 2 collations de jour. Ensuite, et là c'est le plus important, c'est la transition. Je vais me coucher. Je me mets dans une chambre noire, les stores fermés. Il faut que mon corps resimule une nuit pour sécréter l'hormone de croissance, faire travailler un peu la thyroïde, qu'il ait l'impression que c'est la nuit. Comme ça, si je me lève à 14h, 13h, 14h, 15h, mon corps a l'impression d'être au réveil, d'accord. Et à ce moment-là, je reprends ma journée comme si elle venait de commencer. 15h, petit déjeuner, 18h, collation, 20h, 21h, après ma prise de garde, repas, collation dans la nuit, un autre repas en pleine nuit, et ensuite je vais me coucher. D'accord. C'est important. Ou alors je me lève plus tôt, je dis une bêtise, 11h, du coup je fais le petit déjeuner, je vais m'entraîner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent caler d'entraînement, pas de problème, collation après, repas, etc., etc., d'accord. Mais la transition se fait sur le sommeil, sur le fait que quand je vais dormir de nuit, parce que j'ai travaillé 2 jours, non, pardon, quand je vais dormir 2 jours parce que j'aurais travaillé de nuit, donc je rentre le matin de ma nuit et que je vais me coucher, il faut faire le petit déjeuner en sortie de la nuit, d'accord. Créer des repères propres aux repères qu'on peut avoir de jour. Ça, c'est super important. Et ça se passe très bien. Je poursuis un petit peu du coup sur le sujet du sommeil, parce que là on était un petit peu là-dessus, hein, avec le sommeil décalé. Quelle corrélation il y a entre les insomnies et l'alimentation? Ouais, alors clairement, elles peuvent être multiples. Premièrement, alors il peut y avoir la non-corrélation liée juste aux psychosomatiques, à l'anxiété, les personnes qui réfléchissent beaucoup. Petit 2. Souvent, moi je demande, enfin tout le temps d'ailleurs, je demande 10 jours de diète nickel, carré, sans excès, sans écart au début de notre prise en charge pour que on régule tout le système hormonal parce qu'on va créer une fréquence
Donc un schéma horaire avec une fréquence de quantité et une fréquence de repas, d'accord, ce qui permet au corps de sécréter tous les jours au même moment les hormones liées à l'alimentation, liées à la dépense énergétique, etc. D'accord. Si ma diète est mauvaise, et que du coup ma glycémie varie, donc mon taux de sucre dans le sang varie toute la journée, et que j'ai une bêtise, en plus j'ai fait un gros dessert avec des fruits, etc. Je peux être certain que de nuit, ma glycémie va être trop basse, donc du coup elle va appeler syndrome de faim. D'accord. Donc premier risque d'insomnie. Ok. L'excitation liée au fait que j'ai consommé trop de café, par exemple, va amener un taux de cortisol trop élevé, risque de créer une insomnie et une augmentation de mon risque de réveil. Tout ce qui va être lié à l'alimentation non réglée, je vais manger trop gras ou je vais manger trop lourd, ce qui entraîne un process de digestion trop important, va entraîner un sommeil paradoxal et ou peut-être une insomnie, hein, parce que du coup on aura du mal à digérer et ça va demander trop d'énergie. Voilà, c'est plein de choses qui font que si tu n'es pas régulé, que ta diète n'est pas propre, il y a un gros risque d'insomnie ou du moins de mauvais sommeil. À l'inverse, si ta diète est bien tenue et que tout ça c'est géré, tu peux avoir une vraie plus-value sur la qualité de ton sommeil. Ça c'est indéniable, d'accord. Car tu recycles tu recrées tous tes cycles hormonaux, tu sécrètes la GH au bon moment en pleine nuit pour être couché, voilà. Ça joue vachement, d'accord. La diète a un impact énorme. Mais par contre, ne pas prendre ces insomnies comme écoute, merde, je suis insomniaque ou je dors mal, c'est comme ça. Non, il y a forcément une raison sous-jacente qui est traitable. Ok, c'est très clair. À nouveau, je change de sujet. Mhm. Donc, quels sont tes conseils pour réussir à se maintenir une fois qu'on a atteint le poids souhaité à l'issue d'une diète? Donc, c'était quelqu'un qui me posait une question plutôt orientée suite à une perte de poids. C'est un peu particulier parce que c'est complètement interindividuel. Ça dépend du travail du praticien et de sa capacité à te donner une prise en charge de sortie. Je m'explique. Moi, les clients que j'ai, je leur donne, c'est-à-dire que quand on a fini le travail, on voit où on en est, on voit à quel degré de diète on est, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont s'arrêter alors qu'ils sont en gros déficit et du coup bah on fait une sorte de refit, c'est-à-dire qu'on augmente les quantités pour que le corps se mette à l'équilibre, et à ce moment-là ils ont une prise en charge de sortie, mais il faut que normalement ton praticien te donne une prise en charge de sortie, une prise en charge entre guillemets un peu tout terrain que tu peux tenir à l'année, d'accord. Si le travail de régulation et de gestion des sucres, donc avec le process de sèchement, a été bien fait, j'aime bien le vulgariser par si t'es passé d'une Dodge Viper au 20 litres au 100 à une Toyota Prius au 3 litres au 100 pour le même nombre de kilomètres, c'est plutôt cool parce que même en réaugmentant les quantités, donc par une prise en charge plutôt terrain, ton corps va faire le tri entre ce qu'il doit garder et ce qu'il doit jeter. D'accord. Si le process d'assèchement a été mal fait et que la gestion est très mauvaise, tu peux être certain qu'en remontant les quantités, après une diète trop excessive, souvent, tu reprennes le poids. Effet yo-yo. D'accord. Mais dans 99% des cas, ça dépend vachement du praticien. D'accord. Et de sa capacité à te faire une belle prise en charge de sortie. Quand je dis belle, c'est pas forcément chiadé, c'est juste qu'il a prévu le truc, c'est-à-dire que moi, la prise en charge de sortie pour la fin de suivi de mes clients, c'est souvent une prise en charge qu'on a déjà faite, d'accord, mais qui était une étape plus ou moins intermédiaire ou plus ou moins 50% entre le surficit calorique que eux avaient en amont et le déficit calorique que moi j'ai imposé. Tu vois le truc? C'est trouver l'équilibre, l'homostasie entre les deux, et c'est à moi de leur dire ça, c'est ta prise en charge tout terrain, fin de l'histoire. Ah bah, puis, alors pour le coup, alors là je te fais part de mon expérience personnelle parce que pour avoir suivi moi tes diètes plusieurs fois et continuer à le faire d'ailleurs, justement, je suis moi typiquement partie de ces personnes qui enfin, on travaille plus ensemble quotidiennement, on va dire, mais la dernière diète sur laquelle on s'est arrêté était la bonne pour moi et c'est des quantités que je continue à maintenir en permanence puisque moi en l'occurrence j'avais pas de je voulais m'assécher un petit peu pour retrouver un poids normal qui était mon poids d'avant. Et une fois que ça a été le cas, je suis restée sur ce même plan et je le maintiens, on va dire, à vie. Sauf si demain mes objectifs changent, auquel cas, effectivement, il faudra refaire un point. Mais j'ai aussi des amis, ou même des clients qui bossent avec toi. Et alors, pour le coup, je comprends et en même temps, je pense que c'est bien d'attirer l'attention des gens là-dessus. C'est qu'un suivi, c'est cher. Mhm. Alors, cher, c'est relatif pour tout le monde, hein, je rentre pas dans ce débat-là, mais je peux comprendre qu'à l'annonce de ça, on se Bien dise sûr. oh putain, ça va être un investissement. Ok. En général, quand les gens le font, c'est que voilà, ils le prennent comme un investissement et qu'ils ont compris pourquoi ils le faisaient. Mais ils se disent bon, bah, allez, je vais pas forcément faire 6 mois parce que je pourrais pas forcément me le permettre. Ok, j'entends bien. Mais le souci, c'est que si tu t'arrêtes au bout d'un mois, admettons, ou un mois et demi, et que justement t'as pas eu l'occasion d'aller jusqu'à cette phase de stabilisation, moi j'ai des gens qui me disent ah bah tu vois j'ai pas assez de glucides etc, mais en fait parce qu'ils sont encore dans cette phase là et qu'ils n'ont pas stabilisé et qu'ils n'ont pas eu encore le cycle derrière qui permet d'équilibrer ça et de se dire voilà ça c'est la bonne diète et je dois la tenir pendant 6 mois, 1 an. Bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, tu vois, qui s'arrêtent en cours de route en se disant bon là c'est bon j'ai fait le tour, je m'arrête là, et en fait le process bah t'as je sais pas peut-être les 2 tiers du taf qui est fait quoi.
Il y a le truc, c'est que, après, moi, je base ça comme ça. Le process d'autonomie, déjà, il est, allez, au, au minimum, il faut faire 2 3 mois, à mon sens, d'accord. Après, toute manière, c'est toujours une question de budget, de là où tu mets ton argent. Je peux pas me prononcer pour les personnes qui bossent seules et qui veulent savoir comment réguler leur diète après avoir fait une diète, puisque je sais pas d'où ils partent. C'est-à-dire qu'ils ont fait un énorme déficit, je peux pas du tout dire ce qu'ils devraient faire, parce que ce serait mouillé sur un terrain qui est déjà très glissant, d'accord. À ce moment-là, ce serait la patinoire de la gadoue. Pour ma connaissance, les personnes que j'ai, souvent, quand j'ai une bêtise, alors, j'ai vraiment 0% de personnes qui quittent après un mois. La moyenne, c'est 3 mois minimum, mais y a pas d'engagement, donc c'est vraiment eux qui décident. Et au bout de 3 mois, on a déjà quand même fait pas mal de taf. Et pour ceux qui n'ont pas fini le process d'assèchement, qui veulent continuer un petit peu, je les drive sur, écoute, t'as 1 2 prises en charge à pouvoir poursuivre. Et limite, si je sens qu'il est autonome, mais bon, qu'il est un peu fébrile, je lui dis, ne joue plus sur la diète, qui est déjà très bien, très équilibrée, mais par contre, tu continues à t'assécher, joue sur ton volume de sport. D'accord? Ou sur l'intensité. Je dis une bêtise, un jour tu m'enlèveras un renfort, tu augmenteras tu feras un conditioning en plus. D'accord? Pour augmenter, il y a aussi ça, c'est que pour perdre la masse graisseuse, t'es pas obligé de jouer sur la diète. Si ta diète est bonne et bien équilibrée, tu peux aussi jouer sur ta dépense calorique. D'accord? À côté de ça, quand les personnes après, je dis une bêtise, reviennent ou alors augmentent leur volume de sport et que vraiment ils ont faim, en 2 mois, t'as appris normalement à avoir de la vraie faim. Je m'explique une fois de plus. On leur apprend à avoir un schéma rythmé comme une levée de drapeau tous les matins en service militaire. Tu vois, non, 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 sérieux. Donc, T'as dit lever de drapeau, je me suis inquiétée. Je me suis dit, putain, ouais, on va non, partir sur un truc dégueu, je l'ai même pas vu ah venir. non, pas du tout. Je parle du, tu sais, souvent c'est le cancre qui a pas eu l'habitude de se lever tôt le matin et après, au bout de 6 mois, après en caserne, bah, du coup, il se lève naturellement, il va faire le lever de drapeau. Et voilà, tu vois, c'est prendre le pli. Donc en 2 mois, t'as l'occasion de te connaître un petit peu, d'apprendre à être autonome et surtout te dire, ok, là j'ai vraiment faim, donc c'est du besoin et pas de l'envie. Là où je veux en venir, c'est que si j'arrive à comprendre que c'est de la faim réelle et pas de l'envie, je leur dis, écoute, à chaque fois, si là t'as augmenté ton rythme d'entraînement et que t'as vraiment faim, et qu'on a poussé un peu l'assèchement, tu peux repartir, puisqu'ils ont l'historique, par exemple, de toute leur prise en charge dans les mails, revenir sur la prise en charge 2, 3, etc. D'accord? Mais le process, par contre, d'apprentissage, donc de mettre une fréquence, un schéma horaire qui permet de cadrer les envies, parce que du coup on a cadré le besoin, d'accord? Ça permet d'éviter les dérives de comportement et de savoir que si j'ai faim, là j'ai faim de riz ou de pâtes, je dis une bêtise, d'accord? Ce qui fait que naturellement je pourrais repartir sur une prise en charge du début qui est plus calorique, où il y a moins de déficit et du coup qui me correspondra plus, d'accord? Ça c'est dans le cas où le process n'est pas fini, comme tu l'as dit, et que pour une raison budgétaire ou pour une raison juste de vouloir continuer seul, la personne en est là. Mais je ne peux pas du tout me prononcer pour une personne qui fait une diète de manière indépendante et qui, voilà, on ne connaît pas le postulat de départ. Je bascule maintenant sur un sujet qui me saoule. Je suis désolée, c'est la pire entrée en matière que je puisse faire. C'est beau Non, en ça. vrai, moi j'aime pas ce côté supplément parce qu'il y a ce côté Allez, commercial, moi qui ça marche. m'inquiète toujours. Je me demande toujours dans quelle proportion le conseil est nutrition, vraiment, Mhm. ou c'est un conseil un peu commerce parce que je vais avoir une rétribution de 15% derrière euh, sur les influenceurs, les trucs comme ça, tu vois. Donc moi, je fais partie de ces gens qui d'office ont quand même une petite méfiance parce que moi, je fais du CrossFit depuis quand même un certain nombre d'années et le produit à la mode, enfin voilà, tous les ans il y en a un et c'est exactement comme le produit à la mode aux Games, tu vois, on te sort un truc sorti nulle part, typiquement un pegboard, et l'année d'après tout le monde l'achète, voilà, c'est la folie, et un an après, ça fait partie de toutes les merdes qui traînent dans tes tiroirs, voilà. Je m'interroge. Donc, je te restitue quand même les questions puisque tout le monde n'a pas commencé le CrossFit en même temps, donc je pense que c'est légitime de se les poser au La fur et à mesure. patate chaude. Voilà, la question était, je ne cite pas la personne parce que du coup, vu l'entrée en matière que j'ai fait, ça peut paraître un petit peu désagréable. Quel est ton top 3 suppléments à utiliser lorsqu'on fait du CrossFit? Vraiment, si je devais en choisir 3, lesquels te semblent réellement utiles? Euh, je vais pas me mouiller parce que, enfin, vraiment l'essentiel, je pourrais être original, mais là je vais la jouer soft. Oméga 3, vitamine D3, obligatoire, à mon sens. Surtout dans des régions comme les vôtres, que ce soit pour le système hormonal, donc augmentation de la production de testostérone, et donc forcément lié à augmentation du potentiel de récupération, meilleure synthèse au niveau des articulations et protection du système cardiovasculaire, c'est une chose. Meilleure récupération des performances, meilleure récupération et du coup, augmentation des performances physiques via la vitamine D3. Ok, c'est des choses qui sont connues, qui marchent bien. Et apparemment en plus lutte contre le Covid, plutôt cool. Ça marche bien. Après, moi j'aime beaucoup le zinc, d'accord.
J'aime beaucoup le zinc parce qu'il permet d'augmenter le potentiel de récupération lié au fait que il augmente la synthèse de testo, d'accord. Ça, les études sont formelles là-dessus. Le zinc ou en Donc, ZMA, donc zinc c'est magnésium B6 le ouais, c'est soir ça, avant de c'est se coucher. le petit ZMA du soir. Ouais. Ça marche bien. Moi, je sais que j'en prends le midi et le soir. Ça engage moi. Le zinc seul le midi et du ZMA le soir. Sous forme de cure, ça dépend des moments. Ça marche bien. Après, un complément qui a traversé les temps et qui a un panel de support énorme, c'est la créatine, d'accord. Mais la créatine, ça reste pas dangereux, pas du tout, mais ça reste en inadéquation avec une potentielle perte de masse grasse. Je m'explique. La créatine augmente ton potentiel de force, ta capacité à recharger le glycogène, à augmenter ta force et à perdre aussi un peu de masse graisseuse puisqu'elle permet de casser un peu les triglycérides, mais par contre, elle augmente ton potentiel à faire de l'eau, d'accord. Donc souvent, moi, je la déconseille dès le début, et souvent, quand je fais un podcast là-dessus, on me dit, mais Idriss, tu m'as pas mis la créatine parce que vous n'êtes pas prêt à faire 3 kilos de flotte. C'est une bêtise, d'accord. Donc forcément, tu seras en apparence moins sec. Ce qui veut pas dire que tu es moins sec, parce que tu peux être moins gras, mais avoir plus d'eau, d'accord. Ça marche bien pour je dirais l'haltérophile ou qui est en transition crossfit. C'est mon top 2, d'accord. Mon top 2. Mon top 2, mon top 3 avec le ZMA, donc oméga 3, vitamine 3, ZMA. Et un truc qui marche pas mal quand même, que j'aime bien, c'est la curcumine native en termes d'anti-inflammatoire. J'aime beaucoup. Voilà. C'est pas donné, malheureusement, mais j'aime bien. Et donc, je vais aller au bout de mon raisonnement. Je sais où t'arrives. De, ha- Plutôt de à venir. hater. Oui, bah, je t'avais annoncé la couleur. Hein. Bon, alors, c'est une question de Clément. Voilà. Je dis ça pour me dédouaner. La question de Clément, c'est, bon, déjà, c'est une première définition, on va dire. C'est quoi le CBD? Hum. Et concrètement, voilà, est-ce qu'il y a des effets prouvés? Oui, non. Est-ce qu'il faut en prendre? À quoi ça sert? Non. Ou est-ce que c'est de la merde? Le CBD, donc pour cannabidiol, le truc il est simple, c'est que c'est la molécule, on va dire, relaxante de la bœuf. C'est-à-dire que dans l'air, donc dans la Marie-Jeanne, de manière courante, tu as Et deux oui. molécules, la bœuf, le pochon, tu vas avoir deux molécules, ça peut être très long. Tu as deux molécules du coup, que sont le THC et le CBD. Tu as la partie relaxante qui vient plutôt du CBD, je vais simplifier, hein, et la partie un peu défonce que peut apporter le THC. Le CBD a été extrait, sachant qu'en norme, en France, il y a des normes, enfin en Europe, pardon, il y a des normes qui sont de 0,2% de THC, donc admissible, donc de drogue, entre guillemets, dans le CBD. En France, on est plutôt de l'ordre du 0%, donc en ce moment, de manière à la mode, beaucoup de sociétés créent du CBD synthétique, d'accord, de manière à avoir un CBD 100% CBD, donc sans THC, d'accord, donc pas de problème sur les dopants, etc. Maintenant, la question qui avance souvent, c'est quelle est l'utilité et surtout, est-ce que c'est utile et est-ce que c'est un business? Je vais être totalement franc, le CBD pour moi aujourd'hui, c'est devenu un business, d'accord. Il y a énormément de sociétés qui ont trouvé le filon. Est-ce que par contre, c'est un intérêt? Il y a énormément d'études qui pourraient montrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est du subjectif, donc j'aime pas trop. Mais aussi des choses qui prouvent que, et ça c'est intéressant. Je suis pas fan, et j'en discutais avec un patron. Donc c'était avant-hier, avec le patron du commercial d'une boîte de CBD en France que je vais pas citer, mais à qui je m'entends bien, qui est d'accord avec moi sur le fait que le CBD sur l'aspect récupération musculaire, prévention des tensions, etc., c'est un peu bullshit quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un grand fan. Par contre, ce qui est certain, et là je défends le truc vraiment, parce que j'ai été fumeur à l'époque, quand j'étais un junkie, et c'est l'effet de défense que tu peux retrouver, l'effet un peu relaxant que tu peux voir sur de nombreux ultra trails que les mecs consomment. Sur la partie récupération du système nerveux et sur la baisse de la fréquence cardiaque au repos, il y a un véritable intérêt. Ça, on peut pas le nier, d'accord. Baisse du stress oxydant, baisse du stress psychologique, c'est l'effet ZMA un peu recherché, d'accord, c'est certain. Ça amène un état de coolitude qui est intéressant pour la récupération sous forme de cure, d'accord. Et la question auquel je vais répondre qui est importante, est-ce que c'est obligatoire? Pas du tout, d'accord. J'ai discuté encore avec un coach, je vais le nommer, hein, Fabitos, qui est complètement contre, qui est pour la méditation, la sophrologie, etc. Complètement d'accord, c'est un procès super cool pour prendre soin de soi. Est-ce que le CBD a été effacé? Je ne pense pas. Est-ce que Mireille, qui fait 5 fois du crossfit par semaine, est une athlète? Oui. Est-ce que c'est une athlète qui nécessite du CBD? Il n'y a que elle qui peut le savoir parce que plus que le sport, il faut pas oublier la condition socio-pro, d'accord. Et je vais aller plus loin encore. J'ai des clients en Suisse qui en ce moment sont sous antidépresseurs ou anxiolytiques. Parfois, le CBD peut être une solution
pour contrer l'aspect médicamenteux et avoir l'effet de relâche recherché. D'accord? C'est un peu, et j'aime bien l'imager par rapport à ça, un peu l'image de la fleur de bac que tu peux trouver en pharmacie, tu vois, qui a le goût d'alcool, là, qui Ouais. a l'effet relaxant anti-stress. Est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que c'est survendu? Sûrement. Est-ce que c'est obligatoire? Ça l'est pas. Voilà l'idée. Je l'ai testé sous plusieurs formes, plusieurs pourcentages, plusieurs marques. J'étais déjà convaincu parce que j'étais fumeur étant plus jeune, donc j'ai eu cet effet-là. Vraiment, quand t'as une grosse charge mentale et une grosse charge nerveuse, moi c'est surtout lié au travail, puis je me lève très tôt le matin et après voilà, tu sur le téléphone, etc. Ça aide, ça facilite ta capacité à t'endormir sans toucher au processus hormonal. Et je vais aller plus loin. Est-ce que c'est plus intéressant de consommer du CBD que de la mélatonine ultra chargée? La réponse est clairement oui, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais le CBD, ceci, cela, et qui vont en pharmacie consommer des compléments pour dormir. Non, c'est pareil, d'accord? Est-ce que par contre, ça a autant d'impact sur l'aspect musculaire, la récupération, les tissus, les crèmes, les ceci? Non, les études, elles sont pas franches là-dessus, d'accord? Voilà un peu le délire. Ouais. Donc on cible plutôt des gens comme toi, à la limite, qui sont un peu speed, tu vois, Ouais, qui je vois vont pas du tout de quoi typiquement tu partir parles. sur ce genre de Je vois produit. pas du tout de quoi Non, tu non, parles. moi non plus. Mais je trouve que là, cela dit, je vais te faire une parenthèse orientaliste. Je trouve que là, ça va bien. Parce que la dernière fois, tu parlais tellement vite que, et déjà, moi, je parle vite, mais tu parlais Non, mais tellement je vite que sais. je bitais rien du tout, hein. Je sais, et alors là, c'est peut-être le côté guadeloupéen, tu vois, qui permet de me relâcher. Non, mais en vrai, on en rigole, mais déjà, c'est certain, je suis hyperactif, d'accord? Il y a beaucoup de choses dans ma tête. Et à côté de ça, honnêtement, en plus, on en parlait récemment, le changement de rythme, pour moi, lié à la situation sanitaire, fait que j'ai passé beaucoup de temps en Corrèze, et là, je suis en Guadeloupe. La charge mentale, elle est bien moindre. Tu vois ce que je veux dire? Te lever le matin, ne pas avoir le bruit des scooters, etc., fait que t'es moins speed. Enfin, tu te mets moins de speed que le speed que t'as déjà. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, même moi, je le sens. Donc, ouais. Donc, je prends ça pour moi et peut-être que je vais rester un peu plus en Guadeloupe. Franchement, je vais encore, je vais encore donner mon propre avis. Alors, je suis désolée pour ceux que ça n'intéresse pas, hein. T'aimes pas la Guadeloupe? Super, Mais génial. non, 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 pas du tout, mais franchement, faut quitter Paris. Et moi, je travaille des fois avec des Parisiens. Alors déjà, ils me parlent toujours en parlant de la province. Alors, ça va, j'habite à 1 heure de TGV, hein, tu vois, je suis pas non plus localisée à Katmandou, hein. Oui, Mais enfin, vous avez enfin, quand même des bleds qui s'appellent Babelsbrück et compagnie, qui sont construits sur des marécages où il faut se déplacer en barque. Je te rappelle, quand tu prends le petit train qui va de Lille du côté de Dunkerque, tu traverses des zones sombres, d'accord? Donc bon. ouais, mais alors si tu regardes côté Alsace, côté, enfin bref, tout ce qui est pas Paris, des petits bleds comme ça, t'en as quand même beaucoup, hein. Alors moi, après, Oui, j'assume c'est complètement sûr. ma région. Je suis 100% d'ici. Et dans le Nord, je reprécise, je fais un peu de pub pour ma région de sinistrés. On est vachement sympa. Ça, tout le monde le dit. Je suis Parce qu'en entièrement fait, d'accord. on peut faire que ça. Donc, Non, mais et je ferai une petite dédicace aux gens chez qui j'ai été reçu dans le Nord. J'ai jamais été aussi bien reçu dans le Nord et en Belgique, honnêtement. C'est un vrai truc. Donc, la chaleur humaine est quand même très particulière là-bas. C'est un vrai truc, hein. Voilà, ouais, alors pour le coup, pour avoir plein de potes qui ont déjà déménagé dans le sud, ils me le disent tous. Alors c'est complètement une digression par rapport à la nutrition, mais le rythme de vie, et justement ça tourne quelque part un peu autour des repas, ouais. il est complètement différent, c'est plus tourné vers l'extérieur. Moi je suis toujours un peu surprise, et les potes qui ont déménagé le disent souvent aussi beaucoup, les gens reçoivent peu chez eux dans le sud, Ouais. ils se rejoignent à l'extérieur. Donc tu vois, même l'intimité, elle est différente parce que nous, dans le Nord ou dans les régions comme ça, on reçoit beaucoup plus chez nous, donc les gens ils rentrent chez toi. On a un autre rapport un petit peu, tu vois, à Bon, la proximité, à l'accueil, etc. c'est- Simplement. c'est une digression sans vraiment trop en détruire, puisque ça reste social et que c'est de la bouffe. Nous, on a le même, enfin, je suis corrézien, on a le même principe que vous en Corrèze, c'est qu'on reçoit beaucoup, on aime beaucoup amener les gens à la maison, qui viennent chez toi, le côté de la chaleur voilà, de ta maison, faire à manger, ça se conçoit. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a aussi une question sociale là-dedans. C'est est-ce que on préfère manger dehors, est-ce qu'on aime se montrer, est-ce qu'on aime profiter de voilà. Et alors, ben, Pierre t'en parlait en plus pendant le podcast que j'ai apprécié. Qu'en Hollande, par exemple, on t'invitait pas chez toi. Tu vois, ils s'invitaient pas. Ils sont vachement, il y a énormément de barrières sociales, ce qui fait que pour partager un gueuleton, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Alors que, tu vois, Pierre, c'est le premier à aller couper un camembert, t'invites autour de sa table, et voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça qui influent, et ça influe forcément d'ailleurs sur ton alimentation, parce que ici, on est quand même un pays de bons vivants, et on a des régions qui sont quand même fort poussées sur la bouffe, d'accord? Sur l'alcool également, mais le gueuleton, c'est quand même très français. Ouais.
Bah, puis c'est un rapport à la nourriture qui est très cadeau, tu vois. Ah, bien sûr. Recevoir des gens, avoir cuisiné pour eux, c'est leur offrir quelque chose, tu vois, inconsciemment. C'est t'avoir donné de ta personne, de Enfin, ton temps, etc. ça dépend Et, chez qui tu et vas. Il y en a, aller, oui, aller bah alors chez eux, c'est après, pas un t'as des gens cadeau. qui donnent de leur portefeuille et c'est pas bon, tu vois. Ah ouais. Mais l'intention est là quand même, Oui, tu bien vois. sûr, l'attention et l'hôpital. Ça, c'est cool, c'est toujours plaisir. Ouais, je sais, ah non, je sais plus le nom de ce médicament. Alors moi j'ai une partie de ma famille qui est d'origine italienne et ils ont ce petit truc, c'est des espèces de petits trucs blancs effervescents que tu manges que tu prends quand t'as trop mangé, qui t'aident à Oui, bien digérer. sûr. Bah, alors, en France, t'as ça aussi, hein, c'est l'oxyboldine, par exemple. Comme le citrate de bétail, un petit peu, tu consommes ça pour avoir une meilleure digestion, tu prends ça en début de repas. Et souvent, alors parce que moi j'ai mon cousin par alliance qui est médecin mais qui adore le vin, ils font des routes du vin en moto avec ses amis et du coup ils prennent ça avant chaque repas pour avoir une meilleure digestion, pouvoir enchaîner d'un repas à l'autre. Et parfois il y a même des pilules qui s'appellent Ali à l'époque, des pilules coupe graisse, enfin tu vois en gros les graisses ne se fixaient pas donc t'allais aux toilettes, t'avais une sorte de coulante que de graisse, c'était très particulier. Mais voilà un peu l'idée, Nice. voilà. Very very nice. Alors tu vois, c'est un bon tips parce que par exemple moi le citrate de bétaïne, pour ceux qui connaissent l'île, c'est Oui, typiquement le genre de truc que oui tu bien sûr, prends quand t'es après la bourré, bien sûr, braderie. je suis entièrement d'accord. Voilà, parce que t'es tellement, voilà, t'es tellement dans un monde parallèle. Déjà, t'as dû ouvrir deux des trois boutons de ton pantalon. Et Ouais. là, tu te dis, si je prends pas, si je prends pas un citrate de bétaïne, je pourrais déjà pas dormir sur le ventre, c'est sûr. Et en plus de ça, je pourrais jamais de la vie digérer tout ce que, Ouais, tout bah ce alors, que j'ai du avalé. coup, j'ai un petit tips pour les Lillois. Mieux que le citrate de bétaïne contre les problèmes de digestion, c'est l'oxyboldine. D'accord? C'est riche en HCO3- et c'est très bon pour la digestion. Ça amène un pH beaucoup plus basique et du coup beaucoup plus propice aux enzymes digestives. Et ça, c'est cool. En période de gueuleton, Il faut ça le vaut le prendre coup. avant. Il faut le prendre après ou avant, c'est pareil. Plutôt après d'ailleurs. Plutôt après. C'est un peu la ceinture du mec équipé, tu vois. C'est un peu le kit, le starter pack du mec équipé, tu vois. Du mec qui va faire la fête. Il va avoir une petite banane avec une petite, voilà, une petite trousse, avec de l'oxyboldine, une petite ceinture, un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Du Doliprane. Du Doliprane aussi. Alors, il me reste deux questions. Allez. Donc, la première, elle n'était pas dans celle que je t'avais envoyée. C'est juste pour tester si t'es vraiment bon ou si t'as tout pigé sur Wikipédia. Tu vois, D'accord. J'adore je te Wikipédia. sors de ta zone de confort. Alors, en fait, c'est une question qui est arrivée un petit peu plus tard, pas dans le cadre du sondage. C'est la question du régime FODMAP. Je sais pas si tu connais. Et dis-moi en plus. Est-ce que je vais pas te piéger toi? Alors, bah non, alors pour le coup, moi, comme je suis pas pro, je pourrais toujours me dédouaner en disant ouais, je sais pas trop, c'est pas mon métier. En fait, ça s'adresse, enfin, c'est Ah, pour soulager, syndrome si tu de veux, l'œuf les irritable. syndromes. Voilà, exactement. C'est bon. Donc, je suis allée un petit peu plus loin parce qu'on m'a posé des questions là-dessus et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est effectivement un régime qui préconise d'être, on va dire, vigilant, puisque c'est pas un régime qui dit faut manger ça, faut pas manger ça, c'est beaucoup plus mesuré, et notamment sur les glucides fermentés Oui, cibles, c'est ouais. ça? Ouais. Donc en gros, tous les aliments qui fermentent un peu dans ton intestin, parce que c'est un truc assez fréquent quand même chez les femmes, enfin plus chez les femmes que chez les hommes, c'est pour ça que je le dis, Mhm. mais ça touche pas que ça, qui font que voilà, tu peux avoir des ballonnements, des crampes d'estomac, enfin d'intestin, pardon. Et c'est une question qui m'a été posée bêtement parce que c'est des gens qui me disaient que sur certaines séances, ils n'étaient pas capables de serrer leur ceinture d'haltéro parce que suite à X ou Y repas, ils avaient des douleurs. Bon, je te fais marcher. Il est certain que c'est un régime connu en diète, le FODMAP. C'est un truc comme en anglais, c'est fermentable, O pour oligo, D pour dimonosaccharides, et AP c'est et pour les polyols, donc par exemple les éducants. Ouais. Voilà un peu l'idée. Et le truc c'est que il est certain que voilà ces produits, donc un peu dérivés, un peu fermentés, et peut-être parfois même trop complets, amènent un trop gros travail de la flore digestive et peuvent encombrer, irriter. Une bêtise, si tu produis pas assez d'enzymes, souvent c'est le problème pour digérer tout ce qui n'est pas digestible. Ça veut dire qu'il faut savoir que le corps a pour un élément de réponse, donc une protéase pour digérer les protéines, une lipase pour les lipides, et pareil pour les glucides, d'accord. Pour les fibres et pour les éléments un peu non reconnus par le corps, donc un peu les ovnis du corps humain, d'accord. Il y a plutôt un tank
d'accord? Si tu on peut le dire comme ça, qui va taper un peu partout. Le problème, c'est que quand la réponse est démesurée, tu vas taper un peu dans la muqueuse, ça va t'irriter, d'accord? Voilà le risque. Donc oui, réduire un peu, ces produits donc un peu irritables pour éviter les problèmes de digestion et la fatigue à l'entraînement, parce que souvent du coup ça amène une fatigue cumulée, parce que petit 1 il y a de l'inflammation et petit 2 il y a une digestion qui est beaucoup plus longue, ça peut aider, d'accord? C'est des choses qui peuvent marcher. Mais ça c'est encore un peu particulier parce que ça représente, je sais pas, un truc comme 15% des Français, mais souvent on va se dire, tu sais, c'est un peu comme le gluten, tu vois. On se dit merde, ah bah j'ai une mauvaise digestion et au final bah, je suis intolérant au gluten. Alors peut-être que la diète est tellement mauvaise que ça cache le fait que ta diète est mauvaise, c'est ce que je veux dire. C'est bien vite une excuse Ouais. pour dire écoute, ouais, j'ai un problème d'oligosaccharides alors qu'au final ma diète est dégueulasse, d'accord? Et peut-être tu dis une bêtise que t'as mis 50 grammes de beurre avec des oligosaccharides, tu vois le truc? Ouais. Euh, c'est pas un régime de perte de poids, hein, c'est vraiment un régime de bien-être. Donc souvent Mm. pour atténuer les gonflements et je vais aller plus loin, quand vraiment c'est arrivé, il faut le traiter, d'accord? On fait souvent du régime qu'on appelle aussi sans résidus, avec beaucoup moins de choses à digérer, d'accord? Beaucoup plus raffiné. Et en plus de ça, par contre, souvent, le problème, c'est pas l'alimentation, c'est souvent l'hydratation. 1, 2, 3. L'hydratation. C'est que si tu bois pas assez, tu vas avoir des inconforts digestifs, le fait que tu auras pas assez de lubrifiant, et l'information sera trop durement traitée, d'accord? Et tu vas incriminer certains aliments, alors que ta diète n'est pas bonne. Ça, c'est important. C'est souvent aller à la base du truc, avant de se dire, je suis intolérant au gluten, je suis dans le FODMAP, etc. Ça me dérange. Ouais. Oui, bah après, je pense que c'est typiquement comme le gluten, c'est le bon exemple. Tu as une différence notable entre l'allergie, l'intolérance, et tu as de même C'est plusieurs psycho, niveaux hein. d'intolérance. Ouais, alors il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont psy par rapport à ça. Alors il y a un véritable problème lié à une intolérance au gluten. Il y a aussi un gros problème lié à la qualité du gluten, certains. Il y a aussi un gros problème lié au fait que des personnes, ils ont entendu le mot gluten et ça voilà. Tu vois, peut-être même que si on n'avait pas parlé du mot gluten et que c'était pas revenu à la mode, il y aurait beaucoup moins d'intolérants au gluten. Parce que c'est devenu le truc. Ah bah je pense que je suis intolérant au gluten. Parce que quand je mange des pâtes, je suis pas bien. Alors que la personne a peut-être mangé, j'ai une bêtise, un peu plus, 100 grammes de pâtes crues, 50 grammes de fromage. C'est ce que je veux dire. Ah ouais, j'ai un problème de digestion. Ouais, mais c'est pas forcément lié au gluten. C'est peut-être lié au fait qu'il y a peut-être trop de quantité et trop de graisse. C'est plein de trucs comme ça. Souvent, ça devient un peu l'excuse de la personne qui sait pas trop comment faire. Donc bon. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, gluten, lactose aussi, j'ai l'impression, Ouais, bien sûr. ça fait partie des trucs aussi qui sont tout de suite analysés, mais qui sont pas forcément la seule source d'un problème, tu vois. Non, ouais, c'est ça. Et puis, enfin, c'est pareil. Tu sais, je grandis un peu le truc, mais j'ai des clients qui me disent qu'ils ont un problème d'intolérance au lactose. À côté de ça, leur diète est ultra acide, ils boivent pas assez d'eau pour réguler le pH, et ils vont consommer 2 kilos de fromage blanc, je te jure. Enfin, c'est pas une blague, hein. J'ai vu des gars, ils consomment 500 grammes de fromage blanc tous les matins. Et certains qui consomment 500 grammes de fromage blanc tous les matins et qui en consomment encore 500 et 500 et 500, il n'y a rien de responsable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et Idriss, je crois que je suis intolérant aux légumes, je bouffe 3 kilos de légumes par jour. C'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait, voilà. Donc, et ça justifierait pas mal de cas pour ne pas en consommer. Oui, mais bon, après, si tu t'enlèves tous les légumes de ta diète, j'imagine que ça commence à devenir compliqué, quoi. Toujours pareil. Mais bon, non, mais tu vois le truc, c'est que chaque élément est dangereux dans sa consommation. Si tu commences à, voilà, c'est certain que tu manges 2 baguettes de pain par jour, et j'en ai vu, hein, 2 baguettes de pain par jour, Idriss, j'ai un problème de gluten. Bah, le problème, c'est ta charge de gluten, quoi. C'est pas le gluten, c'est que tu as mangé 2 baguettes. Il y a un problème. Je veux dire, toujours pareil. Mais le problème, c'est que les gens sont pas assez objectifs, ils n'ont pas assez de recul. Pour moi, il y a aussi une question d'humilité là-dedans et d'éducation pour se dire, ok, j'ai un réel problème de diète et d'éducation peut-être nutritionnelle. Du coup, il faut que je cadre ça avant de mettre en avant une pseudo-maladie. D'accord. Hmm. Il me reste donc ma dernière question, Mhm. question pour conclure. Bah, c'est une question très classique. Quelles sont tes recommandations, en gros, pour réussir sa diète en 2021? Si tu devais donner quelques guidelines, tu vois, de bons tips de choses à faire, ce serait quoi? Ouais, je sais quoi, je vais la jouer, je vais la jouer Banisette. J'ai un grand copain, Vincent Certel, qui est assez connu, c'est un préparateur physique assez connu. Euh, les 2 éléments concrets pour y arriver, comme j'ai en séminaire à chaque fois, allez, 3, c'est discipline, l'attitude. C'est-à-dire que l'attitude, ça va être le mood dans lequel t'es et savoir pourquoi tu le fais. C'est-à-dire que si pour craquer au bout de 2 semaines, c'est que t'as pas l'attitude requise et t'es pas vraiment motivé. La discipline pour respecter l'attitude que tu mets et la logistique, elle va d'elle-même, d'accord. Anticiper pour ne pas être surpris. Pour moi, c'est le plus important, d'accord. Mais après, tout le monde peut y arriver, d'accord. Je veux pas te dire ouais, il faut réguler ses apports, etc., etc. Dans les bonnes coutumes, dans les bonnes manières, tout le monde sait un peu comment manger. D'accord. Le problème, c'est que là, dans cette période un peu compliquée, on a vite tendance à se laisser aller, à se trouver des excuses, remettre un petit coup de discipline et d'attitude.
En ce moment, je passe plus de temps, c'est pas une blague, hein, avec mes clients que je suis à remettre des coups de pied aux fesses, d'accord, à cadrer, qu'à parler de diète. Parce que les temps sont durs, on l'admet complètement, mais que parfois il faut juste remettre un petit coup de vis. Donc ça vaut le coup de s'y remettre. Mais attitude et discipline, pour moi, c'est ce qui devrait te driver, pas que sur la diète, hein, même sur la partie entraînement dans ces moments-là, parce qu'on a envie de moins en faire et qu'il y a que ça qui te recadrera, quoi. Ça, c'est une petite Bah écoute, voilà. j'allais terminer là-dessus, mais du coup, ça me repose une autre question parce que bon, j'entends bien attitude et discipline. C'est la même chose pour tout dans le sport, hein, que ce soit Ouais. vraiment la diète, la pratique, les étirements, nanana. Est-ce que tu as des conseils ou est-ce que tu as par exemple, je sais pas, des exemples de lectures ou de podcasts ou de choses vers lesquelles on pourrait inviter les gens à se tourner si, voilà, si moi je sais que mon problème c'est la discipline, si j'aimerais pouvoir améliorer ça, mais j'ai pas les outils. En gros, Alors, je me démotive, quoi. franchement, moi, je sais que je suis un peu vieux là-dessus. Déjà, le matin, je me récite toujours des choses. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, j'essaie de toujours être de bonne humeur. C'est-à-dire que mes trois pensées du matin, c'est con, hein, mais c'est toujours qu'elles soient positives, qu'elles aillent dans le sens d'une progression, d'accord? On n'a pas de quoi se plaindre. Tu vois ce que je veux dire? On est dans une Bien sûr. situation qui est compliquée, mais si vraiment de manière relative, on voit ce qui se passe autour de nous, on n'a pas de quoi se plaindre. Il y a tellement de sujets, enfin, voilà. Je pars du principe que je suis chanceux. Et petit 2, en termes de lecture, etc., moi je suis à l'ancienne, hein. Parfois je me fais des clips de Bruce Lee ou de Mohamed Ali, je trouve que c'est des génies, tu vois. Et plus récemment et plus sérieusement, mon pote Vincent Sartel, il a fait un podcast qui s'appelle Ça dit quoi, super podcast avec des mecs super inspirants, et on a avec Marine Leleu, donc voilà, que beaucoup connaîtront sur le podcast, qui est juste génial. Moi, je kiffe bien, d'accord. Pareil, hein, moi, le mec qui est un des plus gros mentals que je connais, je fais des dédicaces là-dessus, c'est Pierre Macron, c'est mon coach, qui a un mindset d'enfoiré, et parfois, juste lui parler, ça me rebooste. Donc voilà, ça fait partie du jeu, et je pense qu'on a tous besoin, donc s'inspirer des autres, ça devient, sans forcément s'identifier, mais s'inspirer des autres, c'est un bon début pour réussir. Voir autre chose. Je pense qu'il faut juste faire ce qui fait du bien, mais là où je te rejoins par contre, c'est que sur la partie identification et juste inspiration. Moi, j'ai des gens que j'admire pour ce qu'ils font, et juste parfois, je me dis, écoute, si ce qu'ils disent, c'est vrai, du moins, ils ont un process de vérité, juste qu'ils prêchent une parole positive, bah, c'est cool, c'est apprendre, tu vois ce que je veux dire, c'est juste apprendre, c'est écouter. On n'a pas de quoi se plaindre. Il y a plein de gens en ce moment qui font des choses super. En fait, là où je suis fan du confinement, c'est que ça a amené un tel engouement je sais pas, dans la créativité des gens. J'ai vu des trucs mais à la con, hein. J'ai vu des mecs Mm. qui ont fait des dominos dans leur maison. C'est des trucs cons, mais juste qui donnent le sourire. Et c'est juste ça fait du bien. Prends ça et amplifie-le. C'est des trucs qui font du bien, d'accord? Si on commence à phaser sur les choses qui vont mal, putain, bah écoute, on va t'envoyer autre part, tu vois. Il y a d'autres pays du monde, et c'est très classique comme discours, hein. Mais il y a vraiment des trucs, Mm. des lieux où on galère. Donc ici, on n'a pas trop de quoi se plaindre. Donc à partir de là, bon, Non, mais moi, je rejoins aussi cette espèce de mantra un petit peu, tu vois. C'est très Pinterest à nouveau, mais c'est très de Pinterest. dire que J'adore Pinterest. J'adore Pinterest. J'ai jamais bah, été tout le comme monde ça. adore Pinterest. Enfin, déjà, Pinterest Ikea, c'est la base. Donc, ça, c'est un truc très féminin. Mais on devrait tous avoir des coachs sur certains domaines, tu vois. Et si c'est pas des coachs que tu payes pour qu'ils te suivent vraiment Complètement. au jour le jour, des gens où tu sais que si tu manques d'inspiration ou tu te poses certaines questions, eux, ils ont les réponses, tu Ah oui, moi j'appelle ça des piliers. C'est-à-dire que parfois, je sais que pour des personnes, j'essaie d'en être un, dans ma dimension, tu vois, la bonne attitude, c'est le but du jeu aussi quand t'es coach. Dans mon domaine, dans des coachs comme vous êtes coach, d'inspirer, parce que les gens ils disent putain, ouais, tu sais, là j'étais blessé, donc je me suis pété le pied, je continue à m'entraîner, et puis j'ai mes clients au téléphone super avenants, ça va bien et tout. J'ai dit, mais moi je suis très motivé, je peux pas faire le bas, bah, je peux démonter le haut, j'aurai un dos de Golgoth, et puis c'est tout, tu vois. Il me dit putain, bah ça fait du bien autant, je vais m'en motiver, pas de problème. À côté de ça, pour moi, me motiver, parfois je lève la tête, et je te dis, quand je prends Vincent Sartel, Pierre Macron, ma mère ou mon père, qui pour moi sont les personnes les plus inspirantes vraiment que j'ai dans ma vie et qui drive le truc, putain, bah je relativise quoi, tu vois, et ça me fait du bien. Parce que ces gens-là ne me bougent pas de mindset, ils sont solides, et si eux tiennent le coup dans des situations qui sont aussi dures pour eux que pour nous, alors on peut le faire. Fin d'histoire. Tu vois le truc? Pour moi, c'est super important. vois. Ouais, bah c'est pareil, hein, ça fait encore très Pinterest, mais on dit souvent qu'on est. Alors, j'ai plus le chiffre en tête parce que moi, tu vois, comme quoi, je regarde Pinterest et en même temps la télé, donc voilà, super. La somme de, je crois que c'est les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Ouais, On va c'est dire que possible. c'est 5, Ouais, 5. ouais, c'est possible. Et en fait, c'est carrément vrai, hein. C'est vrai que, enfin, tu vois, des fois, t'arrêtes de côtoyer certaines personnes parce que tu te rends compte qu'en fait, quand t'es avec elles, ça fait que critiquer, etc. Enfin, c'est une perte de temps. Et à l'inverse, t'as des potes, des fois, tu te dis, alors, sans qu'ils soient en train de te dire ce que toi t'as à faire, mais ils te tirent vachement vers le haut, ne Ouais, serait-ce je que suis par la d'accord. valeur d'exemple.
sans s'en rendre compte. C'est exactement ça. C'est que j'ai un de mes meilleurs amis, pareil, juste la valeur d'exemple. Il me montre autant de choses, j'admire autant de choses chez lui, dans ce qu'il fait, que l'inversement. Donc on se tire là-dessus, mais sans en parler, tu vois. Juste que moi, parfois, je le rage, je me dis, waouh, putain, c'est stylé, tu vois. Et ça me fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de lui dire, t'es pas obligé de t'admirer. Tu vois, Vincent, c'est un très bon copain, et je dis pas toujours, putain, tu m'inspires. On s'y prendrait la grosse tête, laisse tomber. Mais tu vois, je le regarde, je dis, putain, t'es vraiment le mec que je voudrais être un peu plus tard, et voilà. Quand j'ai été blessé au biceps, que je me suis pété le biceps, je suis parti le voir. J'ai toujours Pierre à mes côtés. Là, je l'avais au téléphone il y a 2 jours. Il m'a fait ma programmation complète. Tu sais, genre, ça fait du bien. Tu te sens un peu porté. C'est important, tu vois. Quand tu portes les autres, en plus, quand on a un métier comme nous, où tu vois, le but c'est de faire du bien aux gens, ben, quand t'as des gens qui prennent soin de toi aussi, ça fait du bien. Et ça fait partie du mindset. Parce qu'à ce moment-là, tu dis, si lui, il lâche pas à ce moment-là et qu'il prend soin des autres, je peux le faire aussi. Et ça, c'est cool. Putain, c'est Ouais, encore ça fait beau. trop C'est bien. beau, ça, c'est beau. Ouais, c'est magnifique, c'est incroyable. J'ai des frissons partout dans le dos là. Ouais, je sais, moi aussi. Non, mais c'est aussi, ça te donne conscience de la valeur d'exemple que tu peux avoir et donc de la responsabilité que tu as envers certaines personnes, même si, voilà, faut C'est pas non plus prendre la exactement ça, grosse hein. tête, hein, c'est Non, pas mais ça. c'est malheureux, mais moi je sais que le premier, et on a envie de rendre des comptes, on a envie de rendre fier. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime bien que mon coach soit Mm. fier de moi, j'aime bien c'est un vrai truc. Après, c'est peut-être un process sportif, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, j'ai fait du sport au niveau plus jeune. J'ai besoin, tu vois, et parfois quand j'ai honte de pas avoir fait les choses, ben j'en parle pas à Pierre, tu vois, c'est des trucs à la con, mais genre, et je sais que mes clients c'est pareil, quoi. Tu vois, ils ont besoin de qu'on leur tape sur les doigts, ils ont pas envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, ils ont besoin d'être cadrés, et ça passe par le fait qu'ils veulent pas nous rendre fiers, parce que peut-être que c'est un peu différent sur la diète, mais au moins dire écoute, par transfert via moi, je me rends fier. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être ça le truc principal, c'est de se voir dans la glace et se dire putain, bah, ok, bah, je suis la personne que j'ai envie d'être. Putain, et ça c'est encore super beau, ça. Super beau. C'est incroyable. Non, Incroyable. mais après, tu vois, pour Non conclure, mais c'est vrai. moi, vraiment, si je devais résumer ça, je pense que tous les métiers de service qui se rapportent au coaching, que ce soit du coaching sportif, du coaching de nutrition, etc., euh, les gens, ce qu'ils achètent, au-delà d'un service de qualité, dans l'accompagnement, etc., souvent, c'est aussi un peu d'estime de soi. Tu vois, Mais moi, bien j'ai sûr, beaucoup de gens, c'est certain. quand je vois comment ils travaillent, ils n'ont pas vraiment besoin de moi, tu vois. Je comprends pourquoi ils font appel à moi, parce que, voilà, ils ont pas envie de faire leur prog, ils savent pas forcément le faire, etc. Ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir dans leur boîte mail le PDF précis avec les attentes, les retours, etc. Mais en même temps, ce qui est le contrat non écrit, c'est quand ils vont arriver face à la difficulté, moi en l'occurrence dans l'altéro, quand ils ont peur de certaines barres ou quand voilà, ils sont sur des plateaux, ce qu'ils attendent de moi aussi, c'est que je les encourage. Parce Ah que mais s'ils avaient le même plan mais sans moi, ça ça passerait donnerait pas pas, le même mais non. résultat, par exemple. Souvent ils arrivent de manière inconsciente à te dire j'ai envie que t'effaces en moi ce qui me fait peur et faire ressortir en moi ce qu'il y a de meilleur, parce que je sais que tu peux le Mm. faire et que tu vas croire en moi là où moi j'y arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ils apprennent à reprendre confiance, et pour moi c'est souvent de l'image, donc ça marche comme ça. Et c'est un bon moyen de transfert, hein. Ça c'est du beau coaching quand on est là. J'aime bien. Ah mais grave, grave. Et je trouve que justement, c'est vraiment... Enfin moi, je me rends vachement compte que vraiment ce rapport à l'estime de soi, il est très réciproque. C'est-à-dire que quand moi j'ai un athlète qui arrive à faire un truc qu'il faisait pas au début du suivi ou qui était son objectif, admettons, alors déjà moi je suis très contente parce que j'ai réussi à l'amener où il voulait. Donc moi personnellement, si je m'auto-évalue, bon bah je suis plutôt dans le positif, Mhm. donc ça c'est cool. Mais en même temps, je suis fière et je partage vachement cette réussite, Ah tu bien vois. sûr, bah oui, Donc c'est un kiff de voir quelqu'un faire un record ou de réussir son truc et d'avoir contribué c'est à ça, exactement tu ça. vois. La reconnaissance Moi, ça me passive, ramène aussi de c'est l'estime de la base. moi-même, tu Bien vois. sûr. Mais ça se fait du bien. Moi, je marche qu'à ça. Je suis pas de vendeur, et je suis plutôt dur, mais quand tu reçois des messages, comment dire, même des trucs forts, hein, t'as changé ma vie, ou je regrette pas, ou bien humainement, pour moi, c'est l'humain avant tout, et ça fait du bien. Moi, je me dis parfois, quand c'est dur, je me dis, putain, c'est pour ça que je fais ce métier-là, tu vois. Et je me verrais pas faire autre chose que du coaching dans mon domaine, ou bien j'ai aidé les gens, avoir contribué, comme tu viens de si bien de dire, contribuer à leur objectif, à les rendre, à vraiment, pas dire les rendre meilleurs, ça va faire trop bateau, mais à ce qu'ils se sentent mieux, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Ouais, non mais c'est voilà, ce sera le mot de la fin et celui-ci il C'est est beau. vraiment parfait. Bah écoute, du coup, il doit être quelle heure là chez toi? 7h30, Il 8h? est 7h36, et voilà. Tu C'est, vas pas à la mer quand même là. si, non, alors, non, d'abord, j'ai 2 rendez-vous téléphoniques, et ensuite, on a une sortie bateau, en effet. Voilà. Putain. Et je peux te dire, là, je suis enfermé dans ma chambre parce qu'ils se sont levés gentiment, qu'il fait très beau dehors. Voilà. Je suis désolé pour ça. Et je suis en short. Vive la France.
Alors, je peux te dire que moi, je me suis J'imagine, habillée. j'imagine bien, Alors, j'imagine bien. je me suis habillée alors qu'on est dimanche et que tu ne me vois pas. Donc, tu vois, comme quoi je te porte quand même un profond respect. Et ça, c'est beau. Et il neige dehors. Donc, Mais je ben, suis torse nu avec une cravate pour montrer mon respect, Cyril. Sache-le. Et ça, c'est beau. T'es gigolo ou quoi Ouais, ce que je veux dire, en le disant, je me suis dit, c'est très bizarre. Est-ce que le mec va pas sortir d'un gâteau comme ça? On ne sait pas. D'accord, on ne sait pas. La vie est faite de plein de surprises. Bon. Merci à toi, encore une fois. Deuxième épisode, mais toujours aussi contente de t'avoir sur ce genre C'est un de plaisir. choses. On sera peut-être amené, je pense, à en refaire, parce que C'est au fur et à sûr. mesure des Et puis, questions que je je laisse pas reçois. le choix, c'est sûr. On se reverra, Cyril. Donc super cool. Et puis bah écoute, même si c'est un petit peu dépassé parce qu'on est déjà au mois de février, je te souhaite quand même une très belle année 2021, plein de nouveaux clients, plein de nouveaux suivis, plein de choses positives à apporter aux autres et qui t'apportent Ouais, à toi aussi. plein de bonnes choses. Et moins de Covid, plus de bars quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, prenez soin de vous, tous. À ciao, Cyril. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les best practices du meal prep en pleine crise Covid, mais également sur les précautions à prendre en vue de la reprise. Si la chaîne vous plaît et pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à laisser quelques étoiles sur Apple, ça me fait toujours très plaisir et c'est surtout très encourageant. Salut à tous et à bientôt. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.